Salut à tous, c'est Keops du collectif Keep on Dream, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Keep on Talk, le podcast qui reçoit des professionnels du manga. Juste avant de vous laisser découvrir notre super invité, un petit mot pour vous dire que si vous aimez nos épisodes, partagez-les sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup nous aider. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez participer à l'enregistrement des épisodes et poser vos questions à nos invités en nous rejoignant sur Twitch. Pour en savoir plus sur notre collectif, rendez-vous sur le site keepondream.wordpress.com. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite un très bon épisode. Dans ce deuxième épisode, on reçoit Sylvain Dos Santos qui est un scénariste, auteur et producteur de dessins animés et il vient nous présenter Droners, le nouveau dessin animé de TF1. Hop là, c'est bon Sylvain, normalement tu es en direct, bonjour à toi. Bonjour. Premièrement, je voulais te remercier d'être venu et de participer à l'émission, c'est très gentil de ta part. C'est tout plaisir et pour moi. Première question pour commencer l'interview et pas des moindres, comment tu vas ? Ça va bien, beaucoup de boulot puisque on est en train de terminer Droners qui est déjà diffusé, donc les derniers épisodes sont pas encore finis, donc ça va être un gros final en fait. Le final, ça va être un petit OAV de 44 minutes. Donc voilà, donc ça va être un joli truc et puis parallèlement à ça, on est en plein milieu d'une nouvelle série qui s'appelle Imago et qui sera aussi sur TF1 et qui est une série aussi 26x26. C'est une vraie série d'aventure dans un univers heroic fantasy. C'est assez ambitieux, donc voilà, on transpire pas mal, mais c'est ça qui est bon. Ouais, c'est un beau projet. C'est un beau projet parce que c'est, disons que ça participe de notre volonté de faire des séries un petit peu ambitieuses, des vraies aventures, des vrais trucs épiques, quoi. Et là, je pense ça se positionne pas trop mal. On a commencé directement dans le vif du sujet, c'est super. Mais est-ce que pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, donc je m'appelle Sylvain. Je suis, on va dire que je suis créateur de séries en fait. Mon métier de base, c'est créer des séries d'animation. Après, comme ma vraie passion et mon métier globalement, c'est de raconter des histoires, il m'arrive de faire aussi de la BD, du manga, en fait, en fonction de ce qui est disponible comme format. Et puis, comme une série d'animation, bien souvent, ça met 4 ans à être produit. Entre le moment où on a l'idée et le moment où c'est diffusé, c'est vrai que la BD et le manga, ça va plus vite. donc, on essaie de faire aussi manga et de la BD, quoi. Mais voilà, globalement, l'idée, c'est de raconter toutes les histoires qui me font kiffer. Et j'espère qu'elles font plaisir aussi aux gens qui lisent, aux gens qui regardent. Donc tu es à l'origine du dessin animé Droners, actuellement diffusé les dimanches matins sur TF1. Ouais. Quelle est l'histoire du dessin animé si tu devais la résumer ? Alors c'est l'histoire d'une petite bande de fans de drones qui vont participer à la plus grosse compétition de course de drones de leur planète qui s'appelle Terraqua, qui est une planète qui c'est un univers qu'on pourrait qualifier de post-apocalyptique. C'est-à-dire que il y a eu une grosse apocalypse, on va dire nucléaire sur la planète. Pendant très longtemps, c'est allé très très mal. Il n'y avait pas d'énergie. La majorité de la population avait disparu. Et puis un jour, il y a un jeune gars qui s'appelle Wyatt Whale qui est arrivé avec une technologie complètement organique, vivante, qu'on appelle la génie-technologie. C'est des genres de petits poissons électriques qui se téléchargent un peu dans tous les objets pour les faire marcher. Et grâce à Whale, en quelques années, en fait, la vie a repris son cours dans tout Terraqua. Et notre histoire, elle se passe à peu près 60 ans après ce moment-là. Et Whale est vieux, il a 80 ans à peu près. Et il crée cette grosse compétition pour trouver ses héritiers. Et donc nous, on va suivre Corto, Enki, Mouse et leur génie Oro, qui vont, eux, participer à cette compétition pour devenir les héritiers de Whale, parce que leur île est en train de s'enfoncer peu à peu dans l'océan à cause du réchauffement climatique. Et s'ils deviennent les héritiers de Whale, ils auront les moyens d'empêcher leur île de couler. Donc ils sont très motivés, forcément. D'accord, donc il y a un petit peu le thème de l'écologie en fond. Oui, en fait, globalement, on parle d'écologie dans la série sans que ce soit extrêmement marqué. Mais on va dire que la raison pour laquelle nos héros participent, c'est le réchauffement climatique, la montée des eaux. Et ensuite, ce qu'on essaie de faire, on va dire,
deux tiers des histoires, c'est d'inclure une discipline qu'on appelle le biomimétisme, qui consiste en fait à... C'est un vrai truc qui existe dans notre monde, qui consiste à regarder ce qui se fait dans la nature, chez les animaux, chez les plantes, pour créer des avancées technologiques. Et il se trouve qu'en fait, nos héros sont très branchés biomimétisme et que la majorité des solutions qu'ils trouvent pour gagner des courses s'inspirent des animaux, des poissons, de la nature, quoi. Donc, c'est un thème assez fort et surtout, on avait envie de parler d'écologie, mais de manière active, c'est-à-dire pas de dire regardez les enfants, la planète est en danger, c'est triste, mais plutôt de dire regardez tous les trésors que renferme encore aujourd'hui la planète. Il y a des trucs super cool. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut se bouger, qu'il faut se mobiliser, c'est parce qu'il y a des trésors qu'on ignore encore et qui sont incroyables, quoi. Et les héros ont la possibilité le pouvoir de changer ça, en fait. Oui, en fait, pour le coup, eux, ils participent à cette course pour se donner les moyens de changer ça. Après, on va dire que là, dans cet arc-là, on est sur la sauvegarde de leur propre île, mais que, voilà, si jamais on a la chance de faire des suites, on sera sur des enjeux un peu plus globaux, et l'idée, ça sera effectivement plutôt d'arrêter le réchauffement climatique au global et de faire en sorte que la planète soit sauvée. Mais la saison 1 est vraiment plus sur l'enjeu sauver notre île, et puis après, on passera plus gros. Donc, Droners, c'est tous les dimanches matins, c'est ça? Ouais, c'est tout le dimanche matin, entre 9h et 9h30, juste avant Miraculous. Ce qui est bien, parce que du coup, les fans de Miraculous aiment Droners en général. Donc, Ah bah super. Et c'est un format 26 fois 26 minutes, c'est ça? ouais, c'est ça. Enfin, ce qu'on appelle 26 x 26, en réalité, on est sur du 26 x 22 minutes. Mais bon, on dit toujours 26 x 26. Pourquoi on dit 26 x 26 alors si c'est pas du 26 minutes? Je pense que ça vient du format original. Alors pour le coup, j'ai pas du tout la réponse, donc je vais peut-être dire une bêtise, mais je pense qu'à la base, on était vraiment sur du 26 minutes et que du coup, petit à petit, les formats se sont un peu réduits et que je pense que par exemple, au Japon, les séries doivent faire encore à peu près 26 minutes, générique compris. Donc, mais c'est vrai que globalement, le format international, il est plutôt à 22. Donc après, voilà, tout le monde dit 26 x 26. Sur d'autres formats, on dit 52 x 13, alors qu'on est plutôt sur des 11 minutes. Bon, c'est comme ça. Et donc là, les 26 épisodes, ça fait une diffusion jusque quand? En fait, je crois que l'idée, c'est que les deux derniers épisodes, le final va être diffusé juste avant les vacances d'été. Après, la diffusion sur TF1, c'est pas un inédit par semaine. On a eu en fait un lancement pendant les vacances de la Toussaint, les vacances d'automne, où c'était un épisode par jour pendant les vacances. Après, il y a eu des rediffs jusqu'aux vacances de Noël, et là on recommence à diffuser des inédits. C'est pas c'est pas un nouvel épisode, c'est pas strictement par semaine, quoi. C'est La programmation est un peu plus mélangée. Donc tu es à l'origine du dessin animé. Quel est précisément ton rôle au sein de ce projet? Alors, déjà, je suis créateur de la série. Et puis, globalement, en fait, mon rôle, c'est ce qu'on appelle pas trop en France, mais ce qu'on appelle aux États-Unis le rôle de showrunner, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je m'occupe de superviser la série, de l'écriture des scripts, jusqu'à l'enregistrement des voix, voilà, d'un bout à l'autre. Parce qu'en tant que créateur, en fait, l'idée c'est que je puisse être garant de la cohérence de la série, que les personnages soient bien toujours cohérents, que les arcs narratifs soient toujours celles qu'on a décidées au départ, que la mise en scène corresponde. Voilà, c'est un rôle qui est pas encore très présent en France. C'est plutôt quelque chose qui est américain. Ça vient juste du fait que en France, historiquement, on a plutôt une culture du réalisateur qu'une culture de l'auteur. En fait, c'est simple. Ça vient du cinéma, de la nouvelle vague, etc. Et donc, souvent, la personne qui est en charge d'une série d'animation, traditionnellement, ça va être plutôt le réalisateur. Alors que, voilà, aux États-Unis, c'est plutôt l'auteur. Et nous, à la Chouette, et puis avec quelques autres boîtes de prod, plutôt de notre génération, on essaie plutôt de défendre ce statut de l'auteur qui, pour nous, est avec
le respect qu'on peut avoir pour le réalisateur, sur les aspects narratifs, sur le fait de raconter une histoire et l'histoire que le créateur a voulu raconter, il n'y a pas mieux placé que l'auteur. C'est ça, en fait, tu crées l'histoire, tu crées l'essence de l'histoire et finalement, après, tu gères sa cohérence scénaristique sur tous les supports où elle peut être diffusée. Exactement. Et puis aussi, ça va aussi jusqu'à discuter avec tous les dessinateurs. Faut savoir que l'animation, contrairement au manga ou à la BD, c'est vraiment un sport d'équipe. C'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir, je sais pas moi, sur une série comme Droners, il y a plus d'une centaine de personnes qui va participer. Entre les scénaristes, les designers, les storyboarders, les animateurs, l'équipe du compositing, etc. Voilà, c'est un gros staff. Et le rôle qu'on peut avoir nous en tant que showrunner, c'est aussi d'assurer la cohérence artistique et de faire passer la passion du projet. Parce qu'en fait, les gens qui travaillent dans l'animation, bon, ils passent d'un projet à un autre, donc il faut arriver à leur vendre et à leur faire passer la passion du truc, leur faire comprendre quels sont les enjeux, là où il faut appuyer, etc. Donc il y a un rôle de capitaine de bateau. Bon, moi je suis fan de One Piece, donc voilà, j'utiliserai souvent des métaphores piratesques. Mais voilà, il y a un rôle de capitaine qui est très important, qui est même primordial, je pense. Alors c'est bien parce que tu réponds à mes questions à l'avance. Ouais, Donc t'as dit qu'il y avait à peu près une centaine de personnes ouais. dans l'équipe d'un dessin animé. Comment ça se décompose? Est-ce qu'il y a plusieurs pôles? Oui, en fait, on va dire que t'as plusieurs. Souvent, t'as aussi plusieurs studios. C'est-à-dire que euh, nous, on va s'occuper de l'écriture. Donc, il y a le pôle des auteurs, des scénaristes. Ensuite, tu vas avoir parallèlement le pôle des dessinateurs, ceux qui vont créer les personnages, créer les décors, créer les props, tout ça, et les storyboarders, qui vont faire la mise en scène des épisodes. Et une fois que tout ça est fait, donc tout ça, nous, on le fait à la maison, on le fait à la Chouette, notre studio. Et une fois que tout ça est fait, ça part dans des studios d'animation. Donc, nous, on fait une petite partie de l'animation, tout ce qui est animation un peu money shot, et puis les poses clés un peu difficiles. Et après, on a des partenaires en Asie, que ce soit au Japon, en Chine, qui font le gros de l'animation. Ensuite, ça revient chez nous. On fait le compositing, dans les effets spéciaux, le son, le montage, voilà. Et en fait, il y a énormément de corps de métier et énormément de studios qui interviennent. Et tu parlais des scénaristes, donc toi tu es à l'origine de l'histoire, à l'écriture. Ensuite, il y a combien de scénaristes, par exemple, qui interviennent sur la série animée? Sur Droners, t'as 26 épisodes. Et on va dire que tu vas avoir, je pense, on va dire 6 ou 7 entités d'écriture. Ça veut dire que, quand je dis entité, ça veut dire que c'est soit un scénariste seul, soit des binômes, parce qu'il y a beaucoup de binômes dans l'animation qui travaillent sur un épisode ensemble. Donc, après, tu vas avoir des scénaristes qui vont faire un seul épisode, et puis tu vas en avoir qui vont faire 2, 3, 4 épisodes. Moi, sur Droner, j'ai dû en écrire, je sais pas, 5, 6, un peu plus même, peut-être même 6, 7, 8. Mais après, j'en ai beaucoup coécrit avec d'autres scénaristes. Comme on n'est pas sur une série qui est ultra feuilletonnante, c'est moins primordial d'avoir une équipe resserrée. On peut avoir des scénaristes qui vont venir faire un épisode sans qu'ils aient besoin d'intégrer toute la chronologie de l'histoire. Quand on est sur des séries plus feuilletonnantes, là, c'est vrai que c'est mieux d'avoir peu de scénaristes. Alors, on en reparlera après quand on parlera des codes du dessin animé, mais donc pour les spectateurs, le feuilletonnant, ce que tu appelles en fait, c'est que d'un épisode à l'autre, on retrouve pas forcément, on retrouve le même univers, mais c'est pas des histoires continues comme tu disais. Il y a pas besoin d'avoir tout le background derrière. On peut faire une histoire avec une intrigue par épisode. C'est ça, si je me trompe pas. Oui, c'est ça en fait, c'est que en fait, on va dire il y a deux types de façons, enfin on va dire trois, de façons d'agencer ta série. Il y a le côté épisodique, ce qui veut dire qu'en fait chaque épisode est compréhensible et visible complètement indépendamment des autres. Donc ça c'est le cas de toutes les séries un peu comédie, un peu cartoon, enfin voilà, c'est des séries où tu peux arriver à regarder un épisode et puis t'en as pas vu d'autres avant, t'en as pas vu d'autres après, tu vas piger tout de suite. À l'inverse, il y a les séries feuilletons où là il y a une vraie continuité, il y a des vraies arches narratives qui vont s'étendre sur
toute la durée de la série. Donc on va avoir des évolutions de personnages, des évolutions d'intrigue, et il vaut mieux avoir vu les épisodes d'avant pour comprendre ce qui se passe après. Et il y a le cas de Droners, qui est ce qu'on appelle du semi-feuilletonnant, c'est-à-dire qu'on a un épisode de début, on a un épisode de fin, et entre ces épisodes-là, on a des épisodes qui peuvent être à peu près vus dans le désordre, puisque là, par exemple, c'est un genre de championnat de drone. Donc en fait, il y a une course par épisode, mais c'est vrai que il n'y a pas d'ordre prédéterminé pour comprendre la série, quoi. C'est-à-dire tu peux regarder les courses un peu dans le désordre, ça va pas t'empêcher de comprendre. En revanche, nous, ce qu'on fait quand on écrit, c'est qu'on écrit quand même avec un ordre. C'est-à-dire qu'il y a quand même une petite prime pour les spectateurs qui vont regarder ça dans l'ordre, parce que pour nous, on a quand même en tête une continuité, des petites évolutions, des petites choses qu'on va mettre à tel épisode et qui vont un tout petit peu changer les choses pour les épisodes d'après. Mais l'important pour la chaîne, c'est que ça ne soit pas primordial pour qu'on comprenne, quoi. C'est-à-dire que on peut mettre des petits cailloux pour dresser un petit arc narratif, mais il faut que les enfants qui n'ont pas vu les épisodes d'avant soient pas complètement découragés. Faut que n'importe quel enfant qui arrive sur TF1 le dimanche matin, s'il prend Droners, il puisse tout comprendre d'un coup, sans avoir besoin de tout avoir. C'est ça. Alors après, ça veut pas dire que, il y a des choses forcément il va devoir mettre un peu de temps à comprendre, les personnages, l'univers, etc. Mais globalement, il va pouvoir monter dans le train et comprendre au fur et à mesure, sans se dire oh là là, j'ai rien suivi, je vais regarder autre chose. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait 4 ans pour faire une série animée entre le moment où on a l'idée de la série et le moment où elle est diffusée. Ça se décompose comment, ces 4 années? Alors, on va dire globalement que tu as la première année où genre t'as l'idée, tu te dis tiens, je vais faire une série de courses de drones. Du coup, tu vas commencer à l'écrire, tu vas commencer à faire des designs et à constituer un petit dossier de présentation à une chaîne. Et ensuite, aller voir les chaînes qui t'intéressent, les chaînes qui te paraissent pertinentes pour le projet, et tu vas leur pitcher le projet en leur disant voilà, c'est ça l'histoire, les designs c'est ça, etc. Voilà, ça, on va dire que ça prend environ un an avant que tu trouves une chaîne qui te dit ok, on y va, si tu as de la chance, ce qui reste quand même rare, mais bon. Ensuite, à partir de là, tu rentres dans une phase de développement avec la chaîne. La chaîne, elle va te commander quelques textes, quelques scripts, une animatique, c'est-à-dire un storyboard animé sur After, maintenant sur Storyboard Pro, où on a globalement l'épisode en entier et puis la mise en scène, quelques pistes d'animation, et puis un petit test d'anime. Voilà. Et ça te prend encore une petite année parce qu'il y a quand même pas mal de textes, il y a beaucoup de choses. Et pendant toute cette année-là, tu vas te caler avec la chaîne. Tu vas dire, j'aime bien ce script, j'aime pas celui-là, il faut que l'histoire parte plus par là-bas. Enfin, il y a un vrai travail qui se fait en collaboration étroite avec la chaîne qui va diffuser la série. Le travail qu'on fait avec TF1, il est primordial parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps à discuter des projets et à les former pour que nous, on soit contents, pour que eux soient contents et pour que eux considèrent que c'est la bonne série pour leur audience. Et après, une fois qu'on est tous d'accord sur la série à faire, à ce moment-là, on part en production. Et la production, globalement, c'est 18 mois, quoi, avant de pouvoir lancer la série. Donc, globalement, c'est 4 ans. Et donc là, maintenant que les épisodes de Droners sont diffusés, quelle est la prochaine série de Sylvain Dos Santos qui arrive dans 4 ans? Alors, elle n'arrive pas dans 4 ans, parce que du coup, disons qu'on a toujours des trucs dans le... Voilà. En gros, effectivement, si jamais on arrêtait si on attendait de livrer une série pour commencer à en développer une autre, on n'en ferait pas beaucoup. Donc, pendant qu'on produit une série, on en développe plein d'autres, et on les présente, et puis tout ne marche pas, mais voilà. Donc la prochaine série, c'est Imago, et Imago arrivera sur TF1 aussi, et sur TF1 au printemps 2022. Comment on fait un dessin animé en France aujourd'hui en 2021? C'est une vaste question. Dans quel sens comment on vend un dessin animé? Non, plus au niveau artisanal. Donc tu parlais tout à l'heure qu'il y avait le côté où il fallait avoir un scénario, ensuite faire son dossier, préparer des tests d'images, etc. Une fois que ça s'est fait, une fois que la chaîne a accepté l'idée du dessin animé et que, comme tu disais, elle discute avec nous
pour l'établir et voir qu'est-ce qui serait mieux à la fois pour la chaîne et pour le créateur. Ouais. Par quel groupe de travail il faut passer? Est-ce qu'il faut passer par des animateurs, des dessinateurs, Bah, en gros, à partir du moment où t'es en production, il faut regrouper tous les corps de métier qu'il faut pour fabriquer la série. C'est-à-dire que tu vas commencer par regrouper un pôle de scénaristes avec un directeur d'écriture qui peut être effectivement soit le showrunner, soit quelqu'un d'autre. Moi, en général, je fais pas les directions d'écriture moi-même parce que c'est un gros boulot et que voilà, ça demande d'être focalisé sur les textes et que j'aime bien être transversal sur un peu tous les corps de métier. Et puis, tu as aussi, voilà, tu vas recruter des character designers qui vont créer les personnages, des background designers qui vont faire les décors, une équipe de storyboarders qui s'occupe de la mise en scène. Ça, c'est ce qu'on appelle toute la pré-production, tout le travail que nous, on fait au studio, à La Chouette, au quotidien, quoi. C'est-à-dire que nous, à La Chouette, aujourd'hui, on est une trentaine dans notre studio à Montreuil. Et globalement, oui, on fait de la pré-production et du développement, du design, de l'écriture, pour préparer les packs qu'on va envoyer ensuite à notre partenaire studio d'animation. Donc après, on va dire que c'est vraiment... on fait de l'animation en France comme on fait de l'animation à peu près dans tous les pays. C'est-à-dire que globalement, la fabrication d'une série d'animation, elle ne diffère pas vraiment qu'on soit en France, qu'on soit aux États-Unis, en Inde, au Japon. Au Japon, un tout petit peu, parce que en gros, il y a des micro-détails qui vont bouger. C'est-à-dire que souvent, comme au Japon, tout se fait dans le même studio, l'animation, les storyboards, etc. Il y a des étapes qui sont un petit peu moins appuyées que d'autres. Nous, on envoie sur Droners, par exemple, on a travaillé avec un studio en Chine, et comme on envoie du coup les packs en Chine à un studio qu'on connaît bien, mais qui est pas à côté de nous, on blinde les références, on blinde les storyboards à fond pour que ce soit très très précis. Voilà. Mais bon, globalement, les méthodes sont les mêmes partout dans le monde. D'accord. Est-ce qu'il y a des parcours types? Est-ce qu'il y a des études à faire pour faire du dessin animé en France, que ça soit au niveau du scénario, des caractères design, de la post-prod, enfin tout ça? En gros, oui, il y a des parcours, et non seulement des parcours types, mais il y a des parcours pour très différents pour chaque métier, en fait. C'est-à-dire que pour l'écriture, il y a des écoles de scénaristes. Moi, je donne des cours à une école qui s'appelle le CEA, qui est une école vraiment de scénaristes de séries. Je pense que c'est dans l'écriture de séries l'école la plus importante en France. Je donne des cours de création de séries d'animation. Elle se trouve à Paris? Oui, ils sont à Paris, ouais. Et c'est une très belle école. Et après pour chaque corps de métier, il y a des écoles, il y a des écoles de dessin, il y a des écoles qui vont former plutôt à la After Effects, à la 3D, il y a des écoles qui vont former au montage. Enfin, pour le coup, il y a des formations à peu près pour tout. Après, ça ne remplacera jamais la détermination, la passion, parce que la sélection va se faire là-dessus. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui sont formés. Et voilà, pour y arriver, pour arriver à s'imposer, c'est aussi beaucoup de travail personnel, voilà, si tu veux devenir scénariste, ça veut dire que il faut écrire, quoi. Il faut écrire des histoires, il faut tout le temps s'exercer. Moi, je pense que ce qui m'a le plus appris mon métier de scénariste et d'auteur, c'est de jouer à Donjons et Dragons, par exemple. J'ai pas du tout fait d'école, voilà, mais j'étais beaucoup maître de jeu sur plein de jeux de rôle papier, Donjons et Dragons, Warhammer, Vampire, Nephilim, tout ça. Et voilà, quand tu sais que tous les week-ends, tu reçois tes potes et que tu dois leur raconter une histoire, machin, tu bosses tes univers, tu bosses tes scripts, tu bosses tout ça. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait que je sais travailler à peu près, quoi. Donc jouer à Donjons et Dragons. Ouais. C'est marrant parce que dans le jeu de rôle, on retrouve aussi cette écriture-là épisodique où on va se retrouver une fois par semaine, donc comme le dessin animé qui est diffusé une fois par semaine, et où on va faire avancer l'histoire avec les mêmes personnages, le même groupe, etc. Donc c'est marrant que tu dises ça, quoi. Oui, exactement. C'est ça qui est bien. Et puis ça t'apprend aussi un peu l'art du cliffhanger, parce que oui, t'as envie à chaque fois d'arrêter la partie à un moment où voilà, faudrait pas s'arrêter, quoi. Et puis surtout, contrairement à une histoire, t'es censé pouvoir un petit peu anticiper tout ce qui va se passer. Et quand tu commences
à avoir ton groupe de joueurs, à bien te connaître, etc., tu sais très bien qu'ils vont pas forcément faire ce que tu avais prévu ou ce que tu avais envie qu'ils fassent. Donc, tu te prépares à toutes les éventualités. Donc, ça t'oblige à ce que ton univers, tes lieux, tes PNJ soient béton. Et ça, voilà, ça c'est hyper important. Il n'y a rien de pire quand tu regardes une série, quand tu regardes un film, que d'avoir l'impression que, au-delà de l'histoire, il se passe rien. Moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est me dire que dans les univers dans lesquels on travaille, que ce soit Droners, Imago ou d'autres, euh, on va créer avant tout un univers, une géographie, une chronologie, une mythologie, et dans ce truc-là, on raconte une histoire. Mais c'est ce qui fait que on peut aussi raconter une autre histoire d'un autre personnage ou un préquel ou des suites. Mais voilà, c'est vaste quoi. C'est vaste, c'est dense, ça existe. C'est hyper important. Faut que tout vive autour. Exactement. Pour reformuler un peu, faut pas qu'il y ait que les personnages principaux qui avancent ou fassent avancer l'histoire. Faut que tout ait l'air vraisemblable. Enfin, je sais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve dans le jeu de rôle où finalement bah il y a le côté imprévu comme tu disais aussi où le groupe de joueurs bah par exemple Ouais. si on les fait rentrer je sais pas si on est sur du Moyen Âge par exemple on les fait rentrer dans une église Mhm. si on a envie qu'ils discutent avec le prêtre la plupart du temps il y en a deux ou trois qui vont aller sortir de l'église aller à la boulangerie d'à côté ou des choses comme ça Exactement. Voilà. et c'est des imprévus il faut tout prévoir C'est ça. donc si tu avais un conseil, c'est de travailler là-dessus, de préparer au maximum pour au cas où s'il y a des imprévus pour répondre à ça. Bah, en fait, c'est comme en fait quand tu racontes une histoire, pour le coup c'est différent, t'es pas dans un jeu, donc en fait il y aura pas d'imprévu. Mais parce que tu poses la caméra où tu veux et tu racontes ce que tu veux. Là pour le coup, tu contrôles tout. Bien sûr. Mais en revanche, c'est de toujours faire en sorte que l'histoire elle évolue dans un univers qui existe vraiment et qui n'est pas un univers carton-pâte, ce qu'on appelle un village Potemkin, du coup, où vraiment c'est des petites cloisons en carton où on voit que tout le monde est heureux et puis tu passes les cloisons, c'est des décors. Ben voilà, il faut vraiment qu'on puisse sentir qu'il s'est passé des choses avant que tu arrives et il va s'en passer après et que toi tu vas choisir d'aller dans l'église, mais qu'effectivement à la boulangerie il peut se passer des trucs. Et voilà, ça c'est moi je saurais pas écrire différemment. Je pense que c'est ce qui fait que malgré le fait que certains diffuseurs sont pas tout à fait dans le type d'univers qu'on va défendre, ils reconnaissent toujours que il y a de la densité, il y a du travail, il y a des choses qui ont été travaillées, qui ont été prévues et tout. Et du coup, ça leur permet de rentrer dans les choses et d'aller piocher aussi des choses qui les intéressent eux, hormis juste l'histoire qu'on veut raconter. Voilà, faut donner à manger, faut être généreux, faut être gourmand, faut pas être radin avec ces histoires. Combien ça coûte de faire un dessin animé? Alors, ça coûte. Alors, bon, déjà, ça dépend. Mais globalement, on va dire qu'un dessin animé français de type de Droners, ça coûte à environ 6 millions d'euros. C'est très cher. Et encore, on va dire que 6 millions, c'est pas cher. C'est-à-dire que il y a d'autres séries qui dépassent largement les 8-9 millions. Voilà. C'est l'avantage de la 2D aussi. C'est pour le coup, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix nous. C'est que comme on sait qu'effectivement on est un peu gourmand dans le nombre de décors qu'on a envie de mettre en place, dans le nombre de personnages, dans les FX, dans les intrigues, etc. On sait que la 3D c'est pas une technologie qui nous convient parce qu'en fait la 3D c'est chaque lieu, chaque personnage coûte très cher à créer. Donc euh, donc voilà, donc c'est vrai que bah, voilà et il y a des séries qui sont en 3D. Je sais pas moi par exemple si on prend Prince Dragon ou Trollhunter, c'est deux sites des séries Netflix. À mon avis, c'est des séries qui vont coûter plutôt 10-12 millions que 6 millions. En parlant d'ailleurs de 2D et de 3D, on reviendra sur le côté financier juste après. Il y a un autre dessin animé qui a été diffusé aussi en France et qui portait sur le thème des drones. Ouais. C'était Team Dronix par Oui. France Télé. Mm-hmm. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de cette différence 2D 3D entre ces deux dessins animés? En fait, mis à part les drones,
il n'y a pas trop de ressemblance entre Team Dronix et Droners. Et effectivement, cette question de la 2D et de la 3D, elle est assez centrale dans l'approche qui a été faite de Dronix par rapport à Droners et de Droners par rapport à Dronix. Comme je te disais tout à l'heure, nous, dès le départ, on savait que quelque part, le drone était un prétexte pour raconter l'histoire qu'on avait envie de raconter, cette histoire d'un univers aquatique, d'un univers insulaire, d'un univers futuriste avec des gros, comme on voit là, le crabe, tu vois, des sortes de gros robots en forme de crabe, voilà, des gratte-rivages, etc. Enfin, un univers riche, voilà. Et on s'est dit, bon, voilà, les drones, c'était plutôt l'argument marketing pour dire, tiens, on va faire une série qui parle de drones aussi, comme ça, comme c'est un sujet un peu à la mode, ça va intéresser. Et donc, voilà, on a axé la narration et la technique pour nous permettre de raconter l'histoire qu'on avait envie de raconter. Dronix, je pense que la démarche n'était pas exactement celle-ci. Dronix, je pense qu'ils avaient vraiment envie de faire une vraie série de drones, pour le coup, avec des vrais drones qui ressemblent à des drones. Quand tu regardes nos drones, ils ressemblent pas à des drones, ils ressemblent à des poissons, à des grues, à des crabes, enfin, à tout sauf des drones. Les drones de Dronix, ils ressemblent à des drones. Ah, il y a le lien entre les animaux et la technologie. Oui, voilà, exactement. Voilà, ça fait partie du truc. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, nous, nos drones, ils ressemblent à tout sauf des drones. Les drones de Dronix, ils ressemblent vraiment à des drones. Et donc, ils ont choisi effectivement de créer leur série autour du drone et de faire du coup une série le plus réaliste possible au niveau des designs, au niveau de la 3D, au niveau de tout ça. Et donc, ça se passe dans une école. Donc c'est un tout petit peu dans le futur, mais bon, globalement, c'est une école, donc les enfants peuvent se reconnaître dans ce côté école. Voilà, c'est vraiment des démarches, je pense, diamétralement opposées. C'est avoir envie de parler aux enfants d'un truc qui les concerne tous les jours, qui est, on se retrouve dans une école et on a des cours, certes des cours de drone, mais quand même des cours, à notre démarche qui est, au contraire, on va déplacer l'histoire dans un univers qui n'existe pas, qui est vaste, où il y a de l'aventure, où ça respire et où justement on va sortir les enfants de leur zone de confort et de ce qu'ils connaissent pour les faire rêver. Je dis pas que Dronix les fait pas rêver, hein, c'est pas ça, mais c'est vraiment des démarches complètement opposées qui sont tout aussi valides toutes les deux. Mais voilà, pour le coup c'est super intéressant de voir avec un même sujet comment tu peux arriver à faire des séries si différentes. Bien sûr, c'est génial. Est-ce que du coup, toi qui as l'écriture beaucoup au scénario, est-ce que c'est un choix de narration? Est-ce que quand tu écris ton histoire, tu sais déjà si ça va être de la 3D, de la 2D par rapport à ce que tu as envie de raconter? Est-ce que tu as envie que les gens voient? Oui, oui. En fait, ce que je dis souvent, c'est il faut que ce soit la narration qui lead le choix de la technique et pas l'inverse. Donc moi, dès que je commence à écrire, je sais que ça va être une histoire en 2D ou une histoire en 3D. À vrai dire, jusqu'à présent, je sais que c'est une histoire en 2D. Parce que ça m'est jamais arrivé d'écrire un truc et de me dire c'est pour de la 3D. Mais encore une fois, parce que l'aventure, le dépaysement, le fait de créer un univers, enfin, c'est pas que ça se prête pas à la 3D. On peut tout faire avec de la 3D, ça peut être magnifique. Mais simplement, l'économie de la série est pas du tout la même. Si on avait voulu faire Droners en 3D, la série aurait coûté 12 ou 15 millions. Elle aurait été superbe, hein. Mais on n'aurait pas eu les moyens de la faire. Donc, du coup, voilà. Est-ce que les adaptations d'œuvres suivent le même processus qu'un dessin animé original? Ça suit quasiment le même processus, si ce n'est que il y a un processus un peu en amont qui est que quand on a envie d'adapter une œuvre, on va aller voir l'auteur et l'éditeur pour faire une acquisition des droits. Et puis ensuite, on va travailler. Là où l'auteur, sur une série originale, travaille avec son équipe de scénaristes à créer les personnages, etc. Là, en fait, ça va être juste travailler avec l'auteur pour adapter les histoires. Voilà, après, ça dépend énormément de l'histoire adaptée, en fait, hein. Il y a vraiment des histoires qui sont très évidentes à adapter, et il y en a d'autres où c'est plus une prise de tête, quoi. On va parler d'adaptation, on va revenir sur Droners. Il a été annoncé lors de Japanior, donc un festival qui a eu son édition cette année tenu en ligne, que Nicolas David, le mangaka qui a publié la série Mekaz en 3 tomes chez Olydri Éditions, serait au dessin du manga Droners, édité chez Kana. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Oui, donc oui, c'est Kana qui m'a présenté Nicolas David. Que moi j'avais déjà, je connaissais pas Nicolas, mais j'avais lu mes cases que j'avais trouvé super bien. Vraiment, vraiment très très bien. Je trouve que vraiment Nicolas en termes de mangaka français, c'est vraiment un des meilleurs, clairement. Donc j'étais super content qu'il puisse travailler sur Droners. Il a pas fait que le dessin, hein, vraiment pour le coup. L'histoire du manga de Droners, c'est une collaboration assez étroite, et même à vrai dire, il a quand même plus écrit que moi sur le manga. C'est-à-dire que moi, je savais ce qu'on devait raconter, je savais, parce qu'en fait, le manga, c'est un préquel de quelques années, on va dire 2 ans maximum, avant l'histoire de la série. Donc en fait, on retrouve les héros de la série, les Tiki, sur leur île, avant qu'ils partent au tournoi pour justement la sauver. Donc évidemment, moi j'avais une idée très claire de ce qu'il fallait qu'on raconte, de ce qu'on pouvait dire, de ce qu'on pouvait pas dire, des personnages qu'on allait présenter, etc. Donc la trame, c'était clair. En revanche, vraiment l'histoire, les détails, les nouveaux personnages, etc. C'est vraiment Nicolas qui a écrit tout ça. Je crois que c'était important pour lui de pouvoir s'approprier l'univers. Et, euh, et vraiment, c'est génial ce qu'il a fait. C'est hyper, euh, c'est hyper enthousiasmant parce qu'il a réussi à rendre vraiment justice aux personnages, à en créer des nouveaux qui sont complètement dans l'univers et vraiment à voilà, apporter un vrai truc qui vient enrichir l'univers de Droners. Et ça, c'est honnêtement, je suis pas toujours, voilà, j'ai un peu la dent dure parfois, mais là, je dois dire que vraiment, il a fait un super boulot. Tu lui as laissé une grosse liberté et derrière, il a réussi à enrichir l'univers, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a des personnages. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi rebondir sur des choses qui vont être créées dans le manga, qu'on va pouvoir réutiliser sur la suite de la série. Enfin voilà, il y a des choses qui sont super intéressantes parce que ce soit le manga ou la BD, puisqu'on va aussi avoir une BD chez Dupuis, il y a des personnages de la série qui sont utilisés dans le manga et dans la BD, et des personnages introduits dans le manga et la BD qu'on va utiliser pour les suites de la série. Donc voilà, il y a un vrai truc qui se mélange et qui prend forme. Voilà, il y a une vraie tambouille qui se crée et qui est super chouette à voir, quoi. Et là, on commence à imaginer le casse-tête dans lequel tu es, toi qui gère la cohérence derrière entre tous ces univers et tous ces formats-là. Oui, alors toute proportion gardée, hein, puisque bon, quand on parle de casse-tête, moi, comme je te le disais tout à l'heure, hein, je suis un gros fan de One Piece. Voilà, on n'en est pas là. Donc, mais voilà, non, non, il faut être vigilant parce qu'en fait, voilà, mais après, en fait, d'où l'importance d'être sur tous les formats. Le pire, d'avoir des gens qui avancent dans leur coin et toi, tu essaies de retenir les trucs et voilà. Si tu es vraiment sur tous les formats et que tu es en collaboration avec chaque auteur de chaque truc, logiquement, il n'y a pas de souci. Parce qu'on avance, voilà, on avance. Il est toujours temps de dire non, tu vois, ça c'est pas possible parce que machin. Voilà, ça se passe bien. Donc Droners, ce sera chez Kana. Ouais. On rappelle que avec Kana, tu avais aussi fait Booksters, donc avec Guillaume Lapère et Rémi Guérin, auteur de City Hall. Pourquoi cette maison d'édition Kana plutôt qu'une autre? Alors c'est très simple. C'est tout simplement parce que moi j'ai rencontré Rémi et Guillaume de manière assez. Je crois que c'est sur Facebook que j'ai rencontré Rémi. En fait, il y avait un topic sur Radiant. Et du coup, j'avais mis un commentaire du genre ouais, Radiant c'est super bien et tout, mais quand même, je crois que mon manga français préféré, c'est City Hall, parce que quand même, en termes de scénario, je trouve que voilà, ça va plus loin. Bref, voilà. Et du coup, Rémi m'avait contacté en me disant, mais si tu veux, on travaille ensemble quand tu veux. Voilà. Et donc, du coup, je les ai rencontrés, je leur ai parlé de Booksters, ça leur a plu. Et voilà, l'univers de Booksters leur a parlé. Il se trouve que eux, ils avaient fait une BD il y a quelques années qui était parue chez Soleil, leur première BD, qui s'appelait, je crois, Explorer. Ouais. Et
qui est pas exactement Booksters, mais qui parle aussi du monde des livres et tout ça. Et donc forcément, le sujet leur a forcément parlé. Et puis je crois qu'ils avaient fini City Hall, qui cherchait du coup un autre éditeur, et qu'on en a vu plusieurs, et que je crois que c'est chez Kana qui se sentait plus à l'aise. Moi, j'avais jamais fait de manga, donc je les ai suivis aveuglément pour le coup. C'était vraiment, voilà, donc je me suis retrouvé chez Kana, et c'est une belle maison. Il y a vraiment une super belle équipe. Christelle, Timothée, Stéphanie à la com. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment des gens super. Donc, on est très bien chez Kana. Si vous voulez proposer vos projets. Génial, on les salue et on salue aussi Guillaume Lapère et son acolyte Alexandre Desmassas qui sont passés dans le Keep On Talk. Oui, Alex avait bossé sur Bookster. Ouais, aussi, ouais, il nous avait raconté ça, comment il était arrivé du coup dans l'équipe et Guillaume nous avait aussi parlé justement d'Explorers. Donc c'est super de pouvoir tout lier. Ouais, T'en parlais à l'instant, alors les dessins animés en France, toi les dessins animés que tu fais, c'est souvent des dessins animés qui sont ensuite adaptés en manga. ouais, On a eu l'exception un petit peu avec Radiant, qui est un manga qui a été adapté en animé. oui. Mhm. Je sais que pour Booksters, tu avais l'idée en tête. Tout d'abord, tu pensais à une série, un dessin animé plutôt qu'un manga, Oui. et ensuite tu t'es dirigé vers le manga. Mhm. Pourquoi on voit pas souvent des mangas français qui sont directement adaptés en dessin animé plutôt que l'inverse? Bah, en fait, c'est parce que c'est une question de cible, en fait. C'est une question de cible, une question de marché. C'est que euh, c'est en train de changer, ça va changer. Là, on est en train, nous, d'adapter, enfin, non, de négocier les droits d'un manga français célèbre, dont je peux pas parler. Mais, mais j'en parle. Mais dès que ce sera officiel et dès que ce sera signé, je touche du bois, on en parlera. Ça va bouger, c'est en train de bouger. Mais en fait, le truc, c'est que jusqu'à il y a pas longtemps, l'animation française était très largement cantonnée à la cible jeunesse, on va dire, maximum 10-12 ans. Et encore, quand je dis 12, on va dire plutôt officiellement 10. Et puis après, il y a des séries comme J'espère Droners, comme Miraculous, qui vont taper un petit peu plus haut en cible. Mais leur cible officielle, c'est 6-10. Et donc, ben, très logiquement, il n'y avait pas de manga vraiment qui allait sur cette cible-là. Que ce soit Radiant, que ce soit City Hall, que ce soit Dreamland ou d'autres, c'est beaucoup plus haute cible. Et il n'y avait pas de débouché. Alors, il y a eu effectivement Last Man, qui est aussi un exemple d'un manga français qui a Bien été sûr qu'il y a une adapté. exception, hein, parce qu'il Ouais, il visait un public plus adulte et il me semble que c'était du coup sur un créneau horaire aussi plus destiné aux adultes, c'est-à-dire en deuxième partie de soirée, 22h30, 23h jusqu'à minuit, oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, sur France 4. ouais, c'est ça. Et là, d'ailleurs, la saison 2 est en production. Je sais pas si vous étiez au courant. Ah, génial. Ouais, 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 la saison 2 est en production là. Je crois que ça va être des plus gros formats. Je crois que c'est des 52 minutes les épisodes. Donc il y aura moins d'épisodes, mais des épisodes longs. Je pense que ça va être super. Après, pour le coup, Last Man a bénéficié beaucoup du fait que, bah déjà, c'est pas un éditeur de manga classique. Je crois que c'est chez Casterman, Last Man. C'est un éditeur un peu classique, un peu, enfin, de BD. Puis, bon, pour le coup, Bastien Vives, il a un succès d'estime qui dépasse très largement le manga. C'est un gars qui est passionné de manga, passionné de japanime, mais au-delà de ça, c'est un auteur qui a eu des prix à Angoulême, qui est très respecté. Donc le fait que Last Man ait été produit pour France Télévisions, bon, il n'y a pas que ça, mais ça a clairement permis aux diffuseurs de se positionner sur un projet. Voilà, c'est Last Man, c'est pas Radiant et c'est pas Dreamland. C'est quelque chose d'autre qui est un peu plus hybride que des mangas pur sucre comme les deux que je viens de citer. Bien sûr. Et aujourd'hui, ça change avec les plateformes. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va commencer à pouvoir fourguer des projets à des plateformes, Disney+, Netflix, Amazon, Apple, qui pour le coup cherchent du contenu plus haut de cible et cherchent aussi et ont aussi une conscience que la japanime fonctionne bien chez les jeunes, ce qui n'est pas toujours le cas, en tout cas ce qui a longtemps pas été le cas chez les diffuseurs français. Donc on va dire que là, les choses évoluent et elles évoluent vers du positif, du point de vue des fans de manga.
Bien sûr, et pour rebondir là-dessus, à ton avis, pourquoi les chaînes de télé pensaient, et certaines continuent de le penser, qu'il y a que les enfants qui regardent, c'est-à-dire 10 ans ou moins, qui regardent les dessins animés? Je sais pas s'ils pensent qu'il y a que les enfants qui regardent des dessins animés. Je pense que c'est plutôt une question de... Bah, bon, alors globalement, il faut quand même être clair. Le marché de l'animation, le marché global de l'animation, est plus un marché qui est tourné vers l'enfant. Même si il n'y a pas que les enfants qui regardent des dessins animés, la majorité de la population qui regarde des dessins animés, ce sont les enfants. Et en tout cas, c'est les émissions jeunesse et les cases jeunesse qu'on a en France et qu'on a même souvent, on va dire dans le monde occidental, sont des cases jeunesse qui vont chercher la cible enfant. Donc en fait, c'est simple, c'est purement une question de positionnement marketing. C'est qu'en fait, on considère, alors pour le coup, à tort ou à raison, j'ai pas de statistiques, mais que pour attirer les adultes, le plus d'adultes possible, c'est mieux d'avoir des séries live que des séries animées. Et quelque part, je pense que c'est pas tout à fait faux comme calcul. Après, mais c'est là où justement euh, le, les plateformes rentrent dans une autre économie et dans une autre approche. C'est que tout ce qui pouvait être de l'ordre de la niche jusqu'à présent va trouver un public. Enfin, en gros, chaque niche devient un public. Et donc, on peut se permettre de produire pour les fans d'animé, pour les gens qui aiment l'anime trash à la Mr. Pickles, etc. etc. Mais, euh, mais voilà, globalement, TF1, ils ont des cases jeunesse où ils mettent de l'animation. Et après, les cases non jeunesse, entre guillemets, ben, ils mettent pas d'animation parce qu'ils estiment que ça va pas attirer de monde. Bien sûr. Mais comme tu le disais, on sent que les lignes sont en train de changer et qu'il y a des nouveaux projets qui vont arriver et qui vont faire évoluer un petit peu ça. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. On parlera d'Imago juste après, mais pour parler justement ça va regrouper un peu aussi ce café TF1 et le dessin animé en France. Mhm. Le dessin animé en France a eu un gros boom fin des années 80, début des années 90 avec le Club Dorothée. Mhm. Toi, si je me trompe pas, c'est de ton époque aussi. Ah oui, tout à fait. Pourquoi ça a tant marché et pourquoi aujourd'hui il y a plus de Club Dorothée? Alors pourquoi ça a tant marché, je sais pas trop en fait. Enfin, le truc c'est que c'est vraiment je pense que c'est la découverte de l'animation japonaise. Enfin, voilà, il y avait vraiment des dessins animés, d'ailleurs parfois qui étaient pas du tout adaptés. Quand des dessins animés comme Ken le Survivant à des pour des cibles de jeunesse, ça n'a pas de sens. Ça n'a strictement aucun sens. Mais parce qu'en fait, il y avait voilà. Après, c'est tellement une autre époque. Je crois que le Club Dorothée déjà le mercredi, c'était toute la journée. Et en plus de ça, le truc qui est fou, c'est que je crois qu'il faisait 80% de part de marché. Ça veut dire que il y avait 8 personnes sur 10, 8 personnes, hein, pas genre 8 enfants. Enfin, voilà, qui qui regardaient le Club Dorothée. Donc c'est un truc de fou. Donc c'est un phénomène. Après, pourquoi ils ont fait ça? Parce que il y avait des cases à remplir à cette époque-là et que ben, concrètement l'animation française n'existait pas ou quasiment pas. Donc il a fallu acheter des choses ailleurs. Que ces choses, ça venait du Japon et que ça a été une claque pour toute une génération parce que effectivement, voilà, enfin Saint Seiya, Dragon Ball, Ranma 1/2, enfin c'est des trucs, enfin c'est incroyable. Quand t'as 8 ans et que tu découvres Saint Seiya, c'est fou quoi. Et voilà. Malheureusement après, effectivement, il y a eu des gens qui ont estimé que c'était pas des séries d'animation qu'il fallait pour la jeunesse. On citera pas Ségolène Royal, hein, merci à elle. Non, mais pas tout ça. Je pense elle a beaucoup bénéficié politiquement du truc, mais aussi, mais je pense que c'est pas la seule. C'est un peu le porte-drapeau, mais voilà. Enfin, c'est une parenthèse, quoi. C'est un truc un peu fou, quoi. Parce que effectivement, et ils ont acheté tout et n'importe quoi. Enfin, ils sont arrivés au Japon, ils ont dit tiens, on prend tout. Même une série. Alors, je crois que je crois que je me souviens plus du titre original d'une série qui s'appelle Juliette, je t'aime. C'est Pension quelque chose. Mais voilà, c'est une série pareil, qui a rien à voir. C'est pas trash comme comme Ken le Survivant, mais
C'est l'histoire de quelqu'un qui arrive dans une pension, qui tombe amoureux de la meuf qui tient la pension, et puis il y a des alcooliques, il y a des obsédés sexuels, enfin. Et puis nous, on regardait ça, on était là, ouais, c'est génial. Bah, honnêtement, c'est vrai qu'après, c'est beaucoup de débats qu'on a avec les diffuseurs d'aujourd'hui. C'est que, c'est que nous, techniquement, on n'a pas été traumatisés, et que même on en garde quand même des souvenirs, voilà, des souvenirs assez forts, et quelque part, ça a forgé quand même pas mal de monde, quoi. Il y avait quand même des valeurs de résilience, d'adversité, d'amitié, voilà, qu'on essaie aujourd'hui, nous, d'introduire plus largement dans les séries qu'on produit, parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui fait rêver, quoi. D'ailleurs, c'est les trois mots. Il y a un des grands éditeurs du Jump, le rédacteur en chef de l'époque des années 80, de l'époque Dragon Ball, etc., qui a sorti un livre, L'âge d'or du Jump. Donc Ouais. je vous invite à le découvrir pour ceux qui aiment bien ça, et qui dit que justement dedans les trois mots, en fait, ils ont fait une statistique, ils ont fait un petit formulaire pour savoir leurs lecteurs quels étaient leurs trois mots préférés, et après ils ont basé leur ligne éditoriale dessus. Mhm. Et c'était justement amitié, victoire et effort, il me semble. Ah oui, ah oui. Donc ça résume tout, quoi. Bah, tu vois, je savais pas, mais globalement, c'est ça. Le fait de dire, le fait, tu vois, d'avoir envie, tu vois, de dire, je vais me dépasser pour gagner le truc, parce que voilà, mes potes sont en danger, il faut que j'y arrive et tout. Bon, voilà, c'est quand même, c'est pas des valeurs pourries, quoi. C'est des vrais trucs. Et petite anecdote, première série d'animation que j'ai créée, c'est une série qui s'appelait Basket Up Tony Parker, donc avec le basketteur Tony Parker. Et ça m'avait marqué parce que du coup, quand on a commencé à faire les réunions avec les scénaristes et tout ça, je crois que quasiment tous les scénaristes qui ont commencé à écrire sur le truc, la première question qu'ils m'ont posée, c'était est-ce qu'ils ont le droit de perdre? Et je trouve ça hyper révélateur de la façon qu'on peut avoir d'écrire spontanément en France. C'est-à-dire qu'en fait, je dis oui, ils ont le droit de perdre, mais enfin, le but c'est qu'ils gagnent, quoi. Enfin, nous, ce qu'on a envie de montrer, ce que les enfants ont envie de voir, c'est leur héros qui gagne. Alors, ça peut être bien qu'ils aient des bâtons dans les roues, ça peut être bien que parfois ils se plantent, mais globalement, voilà, ce qu'on a envie de montrer, c'est ça. Et, euh, et la volonté un peu de casser ça, de casser ce truc de ouais, mais c'est trop facile, ouais, mais voilà, c'est un peu dommage, tu vois. Et bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir des scénaristes qui ont aussi une vraie culture de du shonen, de ce type de série-là, et une vraie passion pour ça, parce que t'as des scénaristes excellents, mais qui vont passer à côté du truc. Parce qu'en fait, moi je prends souvent l'exemple de Beyblade pour expliquer un petit peu ce qu'il faut comme type de scénariste, c'est qu'en fait, écrire Beyblade, c'est pas facile. Il faut déjà, bien connaître le shonen, faut kiffer le truc, vraiment, et il faut que euh, bah, tu, que quand le mec lance sa toupie, il a l'impression qu'il va sauver le monde. Et il faut que toi, quand tu l'écris, tu t'aies cette impression-là, que le gars qui fait le storyboard ait cette impression-là. Sinon, le spectateur, il aura jamais cette impression-là, et ça restera deux toupies dans une bassine et c'est pourri, quoi. Donc ça peut être génial et hyper épique, comme ça peut être tout pourri. Mais ça sera la même chose. C'est juste comment on met la caméra, qu'est-ce qu'on raconte et avec quelle passion on le raconte. Bien sûr, et l'importance des enjeux, quoi. Ouais, Bluesto qui nous dit, qui nous précise, merci de la précision, Juliette, je t'aime, donc c'était Maison Ikoku. exactement, tout à fait, Maison et Coco, tout à fait. Une dernière question pour finir sur cette première partie donc du dessin animé en général et de Droners. Est-ce qu'on peut espérer voir un jour, comme on parlait du Club Dorothée, une initiative pareille qui revienne sur toute la journée avec une diffusion constante? Non, non, je pense pas parce que c'était vraiment un accident en fait. C'était mettre de la jeunesse toute une journée, c'était un truc bizarre quoi. Donc non, non, ça ne reviendra jamais. Et non, en revanche, nous on milite pour qu'on puisse de plus en plus produire des séries qui vont se rapprocher
des séries qu'on aimait quand on était plus jeune. On avait encore cette discussion ce matin avec Gaëlle Autain, qui est une dessinatrice de talent et qui est la co-réalisatrice de Imago. Et voilà, on se disait que on fait ce métier pour ça, on fait ce métier pour raconter des histoires qui nous auraient fait kiffer quand on était petit. Et c'est pas toujours évident parce qu'on est dans un écosystème qui a des contraintes. Mais bon, en tout cas, on pousse avec Droners, avec Imago, on pousse un peu plus loin et on continuera de pousser pour faire en sorte que voilà, on arrive à faire des belles séries épiques avec des vrais gros univers, des trucs qui font rêver, du vrai shonen quoi. Alors justement, si tu peux nous en parler, nous dire un peu l'histoire qu'il y a derrière, de quoi ça va parler, Ouais. dans quel univers vont avancer les personnages. Alors en fait, Imago, c'est une série d'heroic fantasy qui se déroule dans un univers qui est inspiré des cultures d'Afrique et d'Afrique du Nord. En fait, voilà. Donc pour le coup, c'est un vrai road trip dans dans ce royaume qui s'appelle Ilaya. Et en fait, dans ce royaume, il y a de la magie. Et en fait, il y a certaines personnes, certains enfants, qui sont particulièrement sensibles à cette magie. On les appelle des arcanistes. Et en gros, chaque arcaniste, quand il a 8 ans, on va dire, 8-10 ans, il a la possibilité de créer un imago. Un imago, c'est une sorte de petite créature qui est un mélange de la magie élémentaire du monde avec son imagination. Et hop, ça fait un imago. Et du coup, cet imago-là, il va vous suivre toute la vie, grandir avec vous. Et l'imago, c'est un peu une partie de toi. Qui va t'accompagner, grandir, vieillir avec toi, et qui a des pouvoirs magiques en fonction de l'élément duquel il est tiré. Donc ça, c'est vraiment pour la partie univers. Donc on se rapproche d'un univers un petit peu à on va dire dans la gestion des imagos, un petit peu à la Shaman King, même si c'est pas vraiment c'est pas des esprits, mais voilà, c'est des esprits élémentaires, c'est des créatures. Dans le design, c'est un peu plus Pokémon parce que c'est souvent des créatures un peu cool, un peu mignonnes. Et en fait, l'histoire d'Imago, c'est l'histoire de Zane, qui est un gamin qui lui n'est pas un arcaniste. C'est un petit servant dans le palais des 7 lunes, qui est le palais, le palais du royaume d'Ilaya. Et en fait, lui, il a 3 potes qui s'appellent Awa, Kemi et Zora. Et ces 3 potes sont arcanistes et ils ont des imagos. Et donc lui, ce qu'il veut à tout prix, c'est avoir un imago. Il est prêt à tout pour en avoir un, et on veut absolument un. Et il apprend que dans les sous-sols du palais, il y a une lampe qui est cachée, et que dans cette lampe, il paraît qu'il y a un imago ultra fort, etc. Donc il va se faufiler dans les sous-sols, il va choper la lampe, il va effectivement libérer un imago très puissant et très cool qui s'appelle Azrock, mais il va aussi faire sortir Dambala, qui est une sorte de créature qui avait fait régner la terreur il y a 400 ans sur le royaume d'Ilaya, et qui était gardée justement par Azrock, et là maintenant elle s'est enfuie, et du coup elle va ressemer les ténèbres et le chaos sur tout le royaume, et Zane et ses amis vont devoir parcourir toutes les contrées du royaume pour aller collecter des imagos particulièrement puissants pour arrêter Dambala. Donc c'est vraiment un road trip à travers le royaume, et chaque contrée en fait est inspirée un petit peu de peuples qu'on peut connaître. Il y a les Nabas qui sont inspirés plutôt du peuple Dogon qu'il y a au Mali, les Saïsaï inspirés des Maasai, les Maridines inspirés plutôt des Arabes de la péninsule arabique, les Sahraouis des Touaregs, etc., etc. Après, c'est des influences vachement mélangées, donc c'est pas genre une adaptation des Touaregs, mais il y a des éléments vestimentaires, de culture, d'architecture qu'on réutilise. Voilà. En tout cas, ça donne envie de se plonger là-dedans. Est-ce qu'il y a, quand on parle un peu de culture africaine ou nord-africaine, est-ce qu'il y a un peu de contes de mille et une nuits? Oui, oui, tout à fait. C'est pas pour rien que La lampe. voilà, il y a la lampe qui est vraiment un élément récurrent, puisque du coup Zane garde la lampe et Azrock va se reposer dans la lampe. En fait, chaque imago se repose, c'est dans ce qu'on appelle un tamine, c'est-à-dire un objet qui est cher à l'arcaniste et dans lequel l'imago va se reposer quand il a plus d'énergie, un petit peu comme une Pokéball, mais voilà, mais plus spécifique à la personne qu'une Pokéball. Ce sera diffusé sur TF1, tu nous as dit à Ouais, partir de quand? TF1, là on est en plein dedans, donc je dirais printemps 2022. Printemps 2022, ok, super.
c'est pas tout de suite. Ouais. Mais en tout cas, on a vraiment hâte de voir ça. Puis c'est un thème qui est pas vraiment courant dans les dessins animés, cette culture-là, d'explorer ces histoires qui sont très riches. C'est vrai que c'est pas commun. Oui, ben c'est vraiment, pour le coup, c'est d'essayer d'explorer des cultures, des légendes qui sont jusqu'à présent sous-exploitées à la télé en fait, et même dans l'édition on va dire. Mais pour le coup qui sont ultra riches, et c'est vrai qu'au lieu d'avoir une énième itération des Vikings et de la mythologie grecque et compagnie, qui sont des super sujets mais qu'on connaît plus, bah, c'est toujours intéressant de pouvoir attaquer et s'intéresser à des cultures un peu moins connues et un peu plus originales, quoi. Bien sûr. Je te propose de revenir en parler quand ça sortira. Nous, il y aura Y pas a de pas de souci. problème, il y aura, je pense, aussi un manga. Ouais. Donc, oui, bah oui, on discute là avec plusieurs maisons d'édition d'ores et déjà. Donc, effectivement, je pense on aura un manga sur le sujet, ça c'est sûr. Et puis, un dispositif d'édition qui sera comparable à celui de Droners parce que pour le coup, c'est un univers qui est encore plus riche. C'est un vrai. Enfin, pour le coup, on a vraiment beaucoup bossé la backstory, l'univers, chaque contrée a vraiment, voilà, il y a une vraie chronologie qui arrive très loin. Donc, non, il y a des tonnes d'histoires à raconter. Et justement, ça nous fait la transition entre la première partie et notre seconde sur cette interview. Donc toi, tu es vraiment un auteur, ce qu'on appelle aujourd'hui un auteur transmédia, Ouais. donc qui se limite pas à un seul média. Est-ce que c'est parce que un seul média, ça ne suffit pas à tes histoires, à tes univers? Oui, quelque part, on peut dire ça. En fait, on peut dire surtout que je dirais que créer un univers comme ça et raconter qu'une seule histoire, je trouve ça dommage. Donc, du coup, si on me donne l'opportunité, si on me donne la possibilité de raconter plus de choses et d'être, voilà, bon ben voilà, il faut en profiter parce que voilà, bah, sur Droners par exemple, on va raconter l'histoire des Tiki, c'est la série d'animation, c'est le tournoi. On va raconter avec le manga ce qui s'est passé avant le tournoi, comment les héros se sont rencontrés, pourquoi ils sont partis au tournoi. Et puis, avec la BD, ben, on va raconter ce qui s'est passé 60 ans auparavant, quand Wyatt Whale n'était pas le vieillard qu'il est dans la série d'animation, mais que c'était un jeune gars qui sort des bas-fonds et de comment il est passé de petit gars qui se débrouille à sauveur du monde. Voilà, et ça, on va le raconter aussi. Donc, toutes ces histoires-là, si tu veux, elles sont dans ma tête déjà. Je les ai déjà écrites, voilà, même moins en détail que quand on doit s'y mettre à faire la BD, à faire le manga, mais c'est déjà là. Donc, euh, donc évidemment que quand t'aimes raconter des histoires, t'as envie de tout raconter, que tout le monde puisse tout voir. On a Bluesto qui nous pose une question. Alors, je sais pas si t'as droit d'en parler, mais je te pose la question quand même. Ouais. Pour le manga Imago, vous n'avez pas de mangaka en tête, comme par exemple Nicolas David avec Droners? Non, on n'a pas de mangaka en tête. Ben, on va commencer à chercher quelqu'un, bon, à vrai dire. Et pour le coup, on a effectivement personne en tête. Donc ouais, c'est complètement open. Après, voilà, il faut que ce soit évidemment quelqu'un qui soit capable de tenir un tel projet, voilà, parce qu'en fait, voilà, c'est un peu de pression, c'est un peu de, voilà, c'est un peu de boulot. Mais en tout cas, oui, on va chercher, on va commencer à chercher. Bon, sans organiser une sorte de casting géant, etc. Mais j'avais vraiment envie, pour le coup, de rencontrer des gens, voilà, parce que c'est un projet qui va demander de l'investissement, parce que c'est un univers un peu dense, voilà, il va falloir un peu se prendre la tête. Et voilà, donc je trouve que ça pourrait être sympa, effectivement, de rencontrer des jeunes mangaka pour le projet, parce que ça, voilà, ça va être une belle petite aventure. Super, le message est bien passé. Pour reprendre un peu plus sur toi, sur ton parcours, sur ta vie d'auteur-producteur, si je me trompe pas, tu es né à Arcachon en 1979. Tout à fait. Tu as donc un peu plus de 40 ans. Un peu plus. Ouais. Combien de temps ça fait que tu es dans la production de programmes jeunesse? Et ben, écoute, en fait, ça dépend. On va dire que ça va faire ma première série. On va dire le premier contrat professionnel que j'ai signé, c'était en 2010. Avant ça,
il y a bien 5 ans où, voilà, où j'ai frappé à toutes les portes, et etc., etc., et où ça a été un peu long. Mais voilà, donc on va dire c'est soit un peu plus de 10 ans, soit un peu plus de 15 ans. Quel a été ton parcours scolaire? Est-ce qui t'a servi ensuite pour justement pour travailler dans la programmation de jeunesse et dans l'écriture d'histoire? Alors, oui et non. C'est-à-dire que moi j'ai fait une licence d'histoire à la base. Donc, on pourrait se dire, bon, pas spécialement d'intérêt. Ça m'a quand même appris une... Bah déjà, ça témoigne d'un goût pour les histoires, parce que voilà, même si c'est la grande histoire, c'est quand même plein de petites histoires. Et non, et surtout, pour le coup, ça m'a appris un petit peu à bosser aussi, à avoir une certaine méthodologie. Comme effectivement, j'aime bien créer des univers un petit peu carrés et tout ça, c'est vrai quand même que le fait d'avoir un diplôme universitaire dans ce domaine-là, ça m'a appris à bosser, ça m'a appris à faire des recherches, à mettre en place voilà, une chronologie cohérente, une géopolitique, etc., etc. Donc on va dire que j'ai pas vraiment fait ça pour ça. À la base, je voulais plutôt être prof. Mais bon, ça m'a servi, voilà, ça m'a appris à bosser. Et ensuite j'ai déménagé à Paris, en fait, et j'avais besoin de me nourrir. Et donc j'ai fait une formation, plutôt une formation en alternance, qui était du coup euh, formation de pub, en fait. Donc en fait, j'ai étudié la communication et surtout, je bossais en alternance. Et du coup, j'étais dans une agence et j'étais concepteur-rédacteur. Enfin, assistant, quoi, mais bon, en gros, j'écrivais des messages de pub. Et comme c'était une agence qui était spécialisée dans tout ce qui était grande distribution, j'écrivais des messages de pub genre le kilo de bœuf à 14 euros le kilo, machin, vous ne rêvez pas, machin, etc., etc. Des trucs au kilomètre, mais qui t'apprennent à une certaine efficacité du texte. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, comme enfin, j'arrivais assez vite à écrire les trucs et tout, et que je m'ennuyais pas mal, on m'a dit, bah tiens, les messages que tu as écrits, si tu as le temps, bah, du coup, tu vas partir en studio et tu vas aller avec les comédiens et tu vas produire les messages radio. Donc du coup, ça m'a donné une expérience de la production, tout simplement. De la petite production, puisqu'en fait, c'est un ingé son, un comédien en studio, et puis tu enregistres, après tu mixes et tu livres. Mais quand même, le fait d'avoir un planning, de gérer une petite équipe, etc., ça m'a appris ça. Et puis, bon, et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je me sentais pas faire de la pub toute ma vie parce que c'était pas tout à fait un milieu que j'aimais. Enfin voilà, j'aimais bien faire les trucs, mais les gens qui avaient autour de moi n'étaient pas des gens qui me paraissaient des gens, voilà, avec qui j'avais envie de faire ma vie. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? J'ai envie de raconter des histoires. Bon, bah vas-y, on se lance, on va faire une série d'animation. Et comme je connaissais personne du tout dans l'animation ou dans l'édition ou dans rien du tout, je me suis dit, comme personne va vouloir m'engager, je vais monter ma boîte de prod. Comme ça, au moins, je vais m'engager tout seul. Et puis, voilà. Et comment on fait pour monter une boîte de prod? Bah, tu vas à la chambre de commerce, tu dis bonjour, j'ai monté une société, tout ça, tu mets 500 balles sur un compte, et puis c'est parti, quoi. Et t'as une structure, ça sert à rien. Mais voilà, et en fait, bah, j'ai monté ce truc-là, j'ai convaincu des potes de lycée de venir avec moi faire ce truc, alors qu'ils n'étaient pas du tout dans le délire. Et on a fait cette boîte de prod, on a beaucoup beaucoup galéré, mais on a commencé après à faire à monter un petit studio d'animation, on faisait des petites pubs, des trucs pas chers, etc. Mais ça nous a aussi appris à bosser. C'est-à-dire, quand tu as très très peu de sous pour faire une pub et que t'as pas le droit à l'erreur, ça t'apprend à bien travailler. Et du coup, après, quand tu as 6 millions pour faire une série, bah ça va. Voilà, tu perds moins d'argent. Voilà. Tu mets plus l'argent là où il faut. Et non, voilà. Et puis bah, après, on a développé les trucs, personne voulait nous parler, personne machin, surtout quand en plus tes séries ressemblent à des trucs japonais au départ, ben t'es pas dans le délire de ce qui marche bien. Et puis un jour, après une énième déconvenue, on s'est dit bon, bah là, il faut qu'on arrive à trouver un truc qui fait que les gens vont nous écouter parce que apparemment ce qu'on écrit ça intéresse personne, donc voilà. Et on a eu cette idée de contacter Tony Parker. Voilà. Qui à l'époque était
bah, c'était le grand Tony Parker. Il venait d'être deuxième fois champion NBA, enfin voilà, MVP des finales. Enfin, donc voilà le gars quoi. Et on s'est dit, on va faire une sorte de petit shonen de basket. Et du coup, il nous faut Tony Parker. Et du coup, bah, on a rencontré un gars qui connaissait un gars qui connaissait son agent. On a remonté le fil. Et puis on a fini par le rencontrer. Et puis on lui a dit, bah écoute, tu nous connais pas. On n'a jamais rien fait avant. Mais ça va être bien si tu nous fais confiance. Et le gars a dit, d'accord. Voilà. Donc pour le coup, c'est la personne voilà, qui a changé ma vie, hein, bon, globalement, puisque, puisqu'en fait, il nous a juste fait confiance. Bon, rétrospectivement, il n'avait pas grand-chose à perdre, puisque c'était juste, on avait le droit d'utiliser son nom, voilà. Mais il y a très peu de gens, aujourd'hui, maintenant que je connais un peu le business, il y a très peu de gens qui auraient dit oui. Et lui nous a fait confiance en disant, bah, de toute façon, allez-y les gars, voilà. Et puis, bah, après, on avait Tony Parker, donc on a écrit notre truc, on allait voir des chaînes, et puis ça a pas marché tout de suite, mais enfin, ça a beaucoup plus vite marché. Et donc, on a fait cette série avec M6, qui s'appelle Basket Tony Parker. On a fait 2 saisons, ça fait donc 52 épisodes de 26 minutes. Et voilà, et puis bah, à partir de ce moment-là, effectivement, on a été écouté, quoi. C'est fou de voir que vous avez réussi à le convaincre comme ça. C'est une aventure, quoi. Honnêtement, la vie est un shonen. C'est ça, en t'écoutant là, c'est l'impression qu'on a. On se rappelle un peu du talk avec Christophe Cointeau qui nous disait qu'il a tout quitté du jour au lendemain pour devenir auteur, qu'il a tout lâché, son job de salarié, etc. Ouais. Et qui finalement il vit cet esprit shonen. Bah là, c'est un peu pareil avec toi où c'est ça, c'est Tony Parker qui t'a fait confiance, qui a fait confiance à ta boîte, à ton équipe de production, et derrière tu peux. Aujourd'hui, t'es dans ton élément quoi quand tu fais des dessins animés quoi. Bah oui, non, mais c'est ça, en fait. Mais je crois que, après, c'est un peu toujours un peu cheesy de dire ça, mais la passion, c'est le plus important. C'est-à-dire que je crois sincèrement que s'il nous a fait confiance, c'est parce que il y avait la flamme, quoi. Et que lui, en tant que sportif, il sait ce que c'est, quoi. Et on s'est compris. Et voilà, il était pas sûr qu'on allait y arriver. Et nous-mêmes, on était loin d'être sûrs. Mais on avait envie, quoi. On avait envie de bouffer le truc. Et ça compte. Ça compte, la détermination. Là, il y a une partie de culture, une partie de talent et une grosse partie aussi de pas lâcher l'affaire, de s'accrocher, de faire les choses pour des bonnes raisons. Et ça, c'est primordial. Moi, bah après, pour le coup, c'est pour ça que je suis si sensible au shonen, enfin voilà, et encore plus au shonen sportif. Hein. Je trouve que voilà, c'est tellement voilà, c'est tellement des bonnes valeurs à véhiculer, c'est tellement des trucs, mais qui régissent un peu toute la vie, quoi. C'est être avec des gens de confiance, avancer et accomplir des choses ensemble, faire un vrai travail d'équipe, un vrai travail, une vraie aventure humaine, quoi. L'animation, c'est pour ça que je préfère toujours l'animation à l'édition. Même si, bon, dans l'édition, il y a aussi des bandes, il y a aussi des gens qui travaillent ensemble, mais l'anime, c'est vraiment voilà, une histoire d'équipe et d'avancer ensemble. Voilà, et c'est arriver au studio tous les matins, voir l'équipe, voir que tout le monde a le smile pour bosser, voilà, ça n'a pas de prix, quoi. Bien sûr, on a bien compris, comme tu disais tout à l'heure, c'est un sport d'équipe. Ouais. Une petite question qui vient comme ça. En 2024, il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques en France. Ouais. Ça peut pas nous laisser espérer un petit shonen sportif en dessin animé? Ça peut, mais le problème c'est pas évident les séries de sport en fait. Moi j'en ai fait quelques-unes. Enfin, après toujours des trucs un peu de compète et tout ça. Mais voilà, c'est jamais évident parce qu'en fait il y a toujours cette idée que toujours le truc qui revient. Alors après c'est toujours pour moi une question qui est pas spécialement pertinente, mais le truc qui revient c'est toujours quand on te dit toujours ah oui mais alors pourquoi les enfants ils regarderaient une série de sport alors qu'ils peuvent regarder du vrai sport? Tu leur expliques un petit peu, là, tu prends des exemples, mais voilà, vous connaissez Inazuma Eleven? Bon bah voilà, c'est pour ça. Mais voilà, nous par exemple, on développe une série de foot en ce moment avec Disney qui s'appelle Goal Force. Et voilà, moi j'ai développé aussi une série de rugby.
Voilà, j'avais aussi développé une série de tennis il y a des années. Voilà, donc j'essaie de faire des trucs. Donc ouais, c'est pas impossible, mais pour le coup, le choix du sport est primordial, quoi. Et c'est vrai que sorti du foot, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on va toujours t'opposer le truc de eh oui, mais il n'y a pas assez de gens qui aiment, etc., etc. Ouais, c'est pas populaire, on va dire. Ouais, le foot étant le plus simple, quoi. Donc on l'a compris, tu es aussi scénariste et les histoires que tu écris, les univers pour les dessins animés notamment, sont presque exclusivement destinés à un public jeune, un public enfant. Est-ce que c'est un besoin chez toi d'écrire pour les enfants? Est-ce que, je sais pas, quand tu étais petite, t'as pas eu assez de dessins animés? Bah, c'est pas un besoin pour moi d'écrire pour les enfants. Pour le coup, j'écris des choses. Alors, en fait, j'écris des choses qui me font kiffer moi, que j'aime bien. Euh, et après, évidemment, comme j'écris dans un écosystème avec des contraintes qui font que bon, ben, j'adapte à la cible enfant ce que j'écris. Mais après, moi, globalement, dans le manga, dans la japanime, ce que j'aime, c'est quand même globalement quasi exclusivement des shonen et plutôt des shonen assez assez bas de cible. Enfin, je veux dire, One Piece, c'est pas bas de cible, mais enfin, One Piece, c'est pas une série, il y a pas de sang, c'est pas quelque chose de, voilà, c'est pas un truc gore. J'aime beaucoup My Hero Academia, voilà, bon, évidemment, j'aime beaucoup Naruto, j'aime beaucoup Fire Force, mais bon, voilà, c'est pas des séries. Alors, c'est sûr qu'on pourrait pas aujourd'hui faire un Naruto ou faire un Fire Force en France tout de suite pour une cible jeunesse. Mais globalement, les mécaniques qu'on pourrait retrouver dans ce type de shonen-là, j'essaie de les recaser dans ce que je fais. Donc, je sais pas. Honnêtement, enfin, je me sens pas contraint par la cible et je me dis pas il faut faire un truc pour les petits, etc. Je me dis, je fais des univers que je kiffe, euh, avec des histoires qui me plaisent, avec des persos qui me plaisent, et il se trouve que j'ai à peu près les mêmes goûts qu'un enfant de 10 ans, donc ça marche, quoi. Ouais, on sent vraiment cette notion de plaisir que tu as dans l'écriture à écrire sur ce que t'aimes. Oui. Comme tu le disais tout à l'heure, quand tu parlais des univers, t'as une certaine excitation à parler des univers, à en développer. Comment on trouve cette force-là, cette motivation-là quand on enchaîne les projets comme toi? Bah, je sais pas. Je sais pas, en fait, pour le coup, il y a un, ouais, et encore une fois, on va revenir sur des termes, il y a une gourmandise, il y a un appétit pour le voyage, voilà, pour créer des trucs, créer des univers, voilà, inédits dans lesquels tu as envie de te retrouver, enfin, puis après, il y a aussi, voilà, c'est aussi mon métier, c'est-à-dire que quelque part, il y a aussi cette idée que ce qui va effectivement te pousser à toujours recommencer, impérativement le fait que qu'on prend du plaisir parce que sinon, voilà, j'arrêterais de le faire, mais aussi parce que bah, de toute façon, il faut créer d'autres projets, il faut vendre d'autres projets, il faut proposer d'autres choses parce que c'est notre métier. Et donc, pour le coup, il y a ce mélange de raison, et voire de raison même économique, et puis de plaisir. Après, moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être auteur et producteur. Donc, j'écris et je produis des trucs que j'écris, pas seulement, mais entre autres. Demain, si jamais j'ai plus d'inspiration, si jamais ce que j'écris me plaît plus, si jamais ça plaît plus à nos interlocuteurs, bah, pour le coup, je pourrais continuer toujours effectivement, à produire d'autres choses, à faire pousser des auteurs, une autre génération d'auteurs, ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui, hein. On a, on a, on a, on a des auteurs, des réalisateurs, des designers qui sont de plein de générations et on essaie toujours de faire monter des gens, voilà, à des responsabilités différentes, etc. Pour te donner un exemple, aujourd'hui, dans toutes les séries qu'on a produites, exclusivement, il y a que des réalisateurs pour qui c'est la première réalisation. D'accord, oui. On a vraiment pris que des réalisateurs dont on savait qu'ils allaient faire des super trucs, mais à qui personne n'avait encore donné la chance de réaliser une série. Et ça, c'est hyper important de passer le relais, de faire monter d'autres générations, d'autres figures,
voilà, aussi d'apporter, après, j'allais dire d'apporter de la diversité. Pour nous, c'est pas un effort parce qu'en fait, l'ADN même du studio fait que bon, bah, la diversité elle est là, et la parité elle est là. Mais bon, ça reste quand même bah, des combats et des valeurs qu'on a envie de défendre. C'est-à-dire, voilà, on a envie aussi de pouvoir faire monter d'autres types de profils que les gens qui sont en manette aujourd'hui. Nous, on est des producteurs différents. Donc quand je dis nous, je parle de Mariam et de moi. En fait, Mariam, c'est mon associé et c'est aussi mon épouse. Et voilà, qui est aussi une créatrice, qui est aussi réalisatrice. Et voilà, donc que ce soit Mariam ou que ce soit moi, bah, voilà, on essaie de pousser d'autres générations, d'autres profils, bah voilà, parce que et des gens qui méritent, qui ont du talent. C'est beau d'avoir des studios en France comme ça qui ont quand même l'envie et la fierté de lancer des jeunes talents. Bah, c'est normal parce qu'en fait, nous, personne nous a lancé, si tu veux. Donc, S'il faut rappeler Tony Parker à chaque fois, oui, non mais voilà, Tony nous a donné notre chance, mais il nous a permis mais en fait, personne nous a dit, tiens, bah, tu vas créer une série, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc, du coup, aujourd'hui, on est dans la position de dire, de faciliter la vie de certains talents qu'on estime et dont on sait que ils feraient des super belles séries. Et quand je dis par exemple, je parlais des réalisateurs, voilà, je te parle pas de gens qui ont 20 ans, hein, pour le coup, je parle plutôt de gens qui ont une trentaine d'années, qui ont un vrai background dans le métier, mais à qui on n'aurait pas forcément filé une réal. Parce qu'il y a très peu de postes de réal et que c'est des trucs c'est un petit milieu, on se coopte un petit peu, voilà. Bah, pour nous qui sommes des jeunes producteurs, parce que moi, même si je suis pas tout à fait tout jeune, je suis un jeune producteur, euh, bah, c'est important de pouvoir faire émerger d'autres talents, des gens souvent qui sont ultra passionnés, qui ont envie d'accomplir des choses, qu'on la dalle, quoi. Nous, on a envie de faire des trucs, et du coup, on s'entoure de gens qui ont cette même passion, cette même motivation, pour faire bouger les choses, pour parfois renverser un petit peu la table, avec respect, mais quand même, et puis faire bouger les lignes, quoi. bien sûr, et c'est bien de voir, enfin comme tu disais tout à l'heure, t'as connu un peu avec ta première société, notamment les années un peu de galère, où comme tu disais tout à l'heure, personne t'attendait, et finalement là, avec ta société, une fois que ça marche, tu renvoies l'ascenseur, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, autant qu'on peut, hein, mais c'est voilà, c'est important d'être un peu à l'écoute, de recevoir les gens, de voilà. Après, je dis pas qu'on passe pas à côté de gens, etc. On n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours voilà. Mais mais en tout cas, au sein du studio, on essaie vraiment d'être à l'écoute des projets de tout le monde, de demander ce que les gens ont envie de faire. Moi, j'essaie beaucoup de faire passer pas mal de dessinateurs ou de storyboarders à l'écriture. Parce que j'estime que c'est des gens qui ont des choses à raconter, qui sont passionnés. Tout le monde n'a pas la capacité hein, d'écrire, c'est un vrai métier. Mais bon voilà, je pense que pour le coup, c'est des mondes qui sont complètement étanches. Le monde de l'écriture et le monde du design, même dans l'animation, c'est des mondes qui ne se parlent que très peu. Et souvent, on va considérer que les uns et les autres ont des compétences qui sont pas interchangeables. Or, bon, il y a quand même des designers, des storyboarders qui sont capables de raconter des histoires, de créer des séries, etc. Donc il faut vraiment leur donner leur chance. Et vous essayez de leur donner une double casquette et qu'ils deviennent des auteurs complets, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Du coup, tu es en train de nous parler du studio de Chouette Compagnie. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, du coup, l'histoire de cette société et combien vous êtes actuellement? Alors, bah, l'histoire de la chouette, c'est l'histoire d'une rencontre entre Mariam et moi. Moi, j'avais une société auparavant qui s'appelait I Can Fly, donc avec qui j'ai produit Basque Up. Et puis, euh, et puis bah, en fait, comme je te disais tout à l'heure, c'était une société que j'avais montée avec des potes de lycée et tout ça. Puis au bout d'un moment, chacun est reparti un petit peu à ses trucs. Il y en a qui sont devenus producteurs de jeux vidéo chez Ubisoft. Il y en a d'autres qui ont monté d'autres sociétés, etc. Bon, bref, on s'est tous un peu séparés. Et, euh, et du coup,
Parallèlement à ça, j'ai rencontré Mariam, et puis Mariam, elle bossait chez Gaumont Animation, et puis chez 2 minutes ensuite, ils ont deux studios d'animation. Et puis, hormis notre histoire personnelle, hein, qui est magnifique puisqu'on s'est mariés, on a une vraie, voilà, on a une vraie complicité créative. On a vraiment des univers qui se mélangent très bien. Et à côté de ça, on a des compétences assez complémentaires. C'est-à-dire que Mariam, elle a quand même un côté, elle vient plutôt du business. Elle a fait des études pour le coup de productrice. Elle a un master en droit de la propriété intellectuelle. Donc elle a commencé chez Gaumont dans l'aspect business du truc, et puis elle a glissé après vers le contenu, jusqu'à réaliser la première série qu'on a fait à La Chouette, qui s'appelle Le Monde selon Kev. Et pour le coup, voilà, elle a réalisé, et, euh, et, euh, et elle dessine aussi, elle écrit. Enfin voilà, Mariam, elle est capable à peu près de tout faire en vrai. Euh, Moi, j'ai des compétences qui sont quand même plus centrées sur l'écriture. Mais voilà, mais en tout cas, là, c'est la rencontre de tous les deux. Et puis après, on s'est dit, tiens, montons une société. Et puis à partir de là, ben, on a commencé à bosser. Comme on avait tous les deux des réseaux et des track records dans le métier, ça a été forcément plus facile que de commencer de zéro. Et du coup, on s'est lancé avec 2 séries. Le Monde selon Kev, dont on savait que, voilà, en allant voir Kev Adams, M6 pourrait pas nous refuser de faire une série. Enfin, il pouvait refuser, hein, mais on se disait que c'était quand même un super argument, et surtout encore une fois, à l'époque, c'était le Kev de Aladdin, voilà, Soda venait juste de terminer, enfin, il était tout en haut du truc. Et donc, effectivement, M6 a acheté la série. Et à côté de ça, on a fait une série un peu spéciale qui s'appelait Bategel et les aventures de la couille cosmique, avec le studio Bagel et les youtubeurs Bategel. Et voilà, bon, donc c'est une série, c'est une série un peu trash. Mais voilà, c'était nos deux premières séries. Et puis parallèlement à ça, on a commencé à développer Adrunners, et puis par la suite Imago, etc., etc. Aujourd'hui, ça représente combien de personnes à la Chouette? Bah, écoute, en ce moment, je dirais qu'on est une trentaine. Voilà. On est une trentaine. Je pense que dans pas très longtemps, on va monter à peu près 50. Et après, bah, il arrive, en fait, comme la majorité des gens sont des intermittents du spectacle, les designers et tout ça, en gros, il peut arriver qu'on soit qu'une dizaine. D'accord, ça bouge un peu selon les commandes, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas été 10, hein, mais bon, globalement, voilà, il pourrait arriver qu'on soit entre 2 saisons d'un truc, et que du coup, bim, en fait, tous les intermittents partent sur d'autres trucs, et puis après reviennent. Enfin, c'est la beauté du statut pour le coup. C'est qu'en fait, tu peux vraiment, c'est assez élastique, quoi. Et du coup, tu nous disais, pour la suite, donc on a Imago qui va arriver sur TF1, mais tu disais, il y avait aussi un dessin animé qui est en préparation avec Disney, Oui, Golf Force, donc sur le, ouais, sur le football. ouais. C'est une consécration de faire un dessin animé pour Disney? Oui, 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 c'est vraiment pour le coup une consécration, parce que bah, moi je suis très très fan de Disney aussi. J'ai un pass annuel à Disneyland. Donc, D'accord. non, mais honnêtement, on va souvent à Disneyland juste pour se balader, parce que ça permet de. Je sais pas, c'est un endroit qui m'apaise et qui me permet de trouver plein de trucs. Donc juste pour aller boire un café de temps en temps, on y va. Donc oui, non, c'est un rêve effectivement de travailler pour Disney. Alors après, c'est Disney, c'est pas les mêmes équipes, voilà, c'est pas tout ça, c'est pas un long métrage Disney, hein, mais bon, voilà, quand tu vas à Londres, dans les locaux du truc, bon voilà, c'est quand même cool, quoi. Et que t'as ton petit pass avec Mickey dessus, bon bah voilà, on va pas se mentir, t'es fier de toi, quoi. Mais du coup, c'est une série animée. Est-ce que tu peux déjà dire sur combien d'épisodes, sous quel format? Ah ben c'est 26 x 26. Ok. C'est 26 x 26, c'est une série, en fait, c'est une série de foot qui se déroule, en fait, c'est dans le même univers qu'Imago, en fait. Donc c'est une sorte d'univers étendu. C'est dans le même univers qu'Imago, mais c'est sur un autre continent. Et du coup, c'est donc une partie qui est plus occidentale, voire latine, en fait. On est un peu mi-occidental, mi-Amérique du Sud dans l'univers. Et disons que
la magie est utilisée différemment et en fait les gens n'ont pas d'imago, mais ils ont des sortes de pouvoirs eux-mêmes directement. D'accord. Évidemment, du coup, quand ils jouent au foot, il y a aussi des pouvoirs. Du coup, ça fait des parties de foot un petit peu plus spectaculaires que d'autres. Est-ce que c'était un désir de ta part de relier les deux univers dès le départ? Oui, oui, parce que c'est pour moi, pour le coup, c'est le truc ultime. C'est l'aboutissement ultime, ce serait d'arriver. Bon, c'est un développement avec Disney. C'est un développement qui dure depuis longtemps. Et les développements avec ce type de grosses structures peuvent toujours capoter à tout moment. C'est-à-dire que jusqu'ici, tout va bien. Mais on n'y est pas encore. On peut très bien, tu vois, parce qu'en fait, il y a un changement de direction, il y a un changement de truc, ils ont plus envie de faire de foot, etc. Enfin, ça peut partir très vite. Donc, on crie pas victoire. Mais néanmoins, jusqu'ici tout va bien, non seulement on touche du bois, mais en plus, voilà, pour moi, c'est effectivement avoir deux séries d'animation dans le même univers. Oui, ça c'est pour le coup, c'est la consécration, c'est génial. Parce que pour le coup, tu as réussi à faire un univers étendu, voilà, c'est top. Tout à l'heure, tu nous disais quand tu parlais d'écriture que des fois tu savais pas forcément si ça allait marcher ou pas. Est-ce qu'il y a vraiment cette question-là, cette peur-là quand t'écris de savoir si une fois que c'est diffusé, que ça t'appartient plus finalement, que t'es plus dans l'écriture, etc. Est-ce que ça va marcher? Ah oui, non mais ça c'est horrible. Ça c'est horrible parce que t'as beau avoir fait une belle série, c'est le cas, honnêtement, c'est le cas de Droners, on est très content de la série qu'on a faite. Au niveau de la qualité, on est content. Au niveau des histoires qu'on a racontées, on est content. Voilà. Mais quand ça diffuse, tu fais pas le malin, quoi. Parce que, en fait, tu sais jamais si ça va marcher ou pas. Et, euh, et honnêtement, ouais, ça peut être dur, quoi. Ça peut être dur. Après, on va pas se plaindre, hein. C'est dur, toute proportion gardée par rapport à des vrais trucs durs. Mais, euh, mais oui, quand c'est diffusé et que t'attends les chiffres, ouais, c'est un peu chaud parce que non seulement c'est ça qui va décider si tu continues ou si tu t'arrêtes, ça c'est une chose, et que tu as envie de continuer, donc bon, voilà. Mais aussi, en vrai, tu fais pas ça pour toi, quoi. Tu fais ça pour les gens, tu fais ça pour les petits, et t'as envie qu'ils kiffent le truc, t'as envie qu'ils reconnaissent que ce que t'as fait, ce sur quoi t'as passé 4 ans de ta vie, et ben voilà, quelque part ton public il va décider en 20 minutes, il a décidé s'il aime ou s'il aime pas. Est-ce qu'il y a des petits trucs comme maintenant t'as l'expérience à la fois de producteur et de scénariste. Est-ce qu'il y a des petits trucs, des petits conseils, un petit savoir-faire pour au moins assurer, pour au moins te rassurer et te dire que ça va marcher quand t'écris? Non, non, il y a pas de, pour le coup, c'est vraiment, enfin, le seul vrai truc, c'est se faire plaisir, en fait. C'est se faire plaisir, c'est quand t'écris, quand tu dessines, quand tu fais la mise en scène d'un épisode, à tous les corps de métier, il faut que tu te fasses plaisir. Si tu te fais plaisir, il y a quand même une petite chance pour que les gens qui regardent éprouvent eux aussi du plaisir à voir le truc. Si jamais toi tu t'emmerdes déjà, ou si tu fais ça machinalement, ou si tu fais ça par contrainte, bon, logiquement, il n'y a pas de raison pour que les gens kiffent un truc que toi-même t'as pas kiffé faire, quoi. C'est, c'est un peu bête, mais je pense que c'est la seule vraie règle. C'est faire ça avec honnêteté, avec passion, et ça va marcher. Logiquement, si tu arrives à transmettre ce truc-là, ça devrait marcher. Honnêtement, ce qui s'est passé sur Droners, hein, c'est que c'est c'est assez rare, mais de A à Z, tous les gens qui ont participé à cette série se sont fait plaisir. Non seulement au quotidien, en étant ensemble, etc., mais en écrivant, en faisant le design, en faisant la mise en scène, etc. Même le studio d'anime qui est à Shanghai et avec qui on n'a pas des contacts tous les jours, quand ils recevaient notre matériel, ils kiffaient le truc, ils avaient envie de faire mieux. Et il y a un côté passage de relais, c'est-à-dire que toi, tu vas faire un truc, tu te défonces, tu passes le relais à l'équipe d'après, qui reçoit un truc qui est cool, alors ils ont envie de se défoncer et de faire encore mieux, et de faire monter, de faire monter, de faire monter le truc. Et dans ces conditions-là, ça marche. Voilà. Parce que si jamais toi, tu fais le truc par-dessus la jambe, je vois pas pourquoi les gars qui sont après toi, qui vont partir de ton truc que t'as fait par-dessus la jambe, ils se feraient chier à faire quelque chose de bien.
Et c'est pour ça que parfois tu as des séries où il se passe rien, parce qu'en fait, bon bah, j'ai, c'est un taf, hein. Je veux dire, voilà, je jette pas la pierre aux gens qui le font euh, comme ça, comme un taf. Mais moi, je trouve que c'est un peu plus qu'un taf, et que notre job, c'est de se défoncer pour sortir le meilleur, ne serait-ce que pour que les gens qui passent après toi kiffent recevoir quelque chose de bien. Et voilà, c'est transmettre la passion de plus en plus, de plus en plus. Et voilà, Droners, c'est pas la meilleure série du monde, mais compte tenu du budget, compte tenu des contraintes, compte tenu de ce qu'on pouvait faire, ben, on est fiers de ce qu'on a fait. Ouais, vous avez fait le maximum. On a bien compris du coup cette idée, cette notion de plaisir en faisant un métier passion et du coup de permettre à chacun de se surpasser, de se dépasser. Est-ce que du coup tu as des résultats avec Droners? Est-ce que tu sais combien ça fait de part de marché? Est-ce que tu connais les statistiques? Est-ce que ça a marché, bien marché? Bah, Droners, ça a très bien marché. On est sur une moyenne de à peu près 30% de part de marché, ce qui est très bien, hein, ce qui est un très bon score, hein, voilà, on est sur un score, voilà, on est sur un très très bon score. TF1 est très content. On a fait quelques pointes à quasiment 35%, donc c'est très bien. Euh, Quand on parlait tout à l'heure de chiffres et de est-ce que tu as la pression, etc., le premier jour de diffusion, on a fait un mauvais score. On a fait moins de 20, on a fait 19, enfin, qui est pas dans l'absolu un mauvais score, mais c'est un mauvais score pour TF1. C'est-à-dire que il y a une moyenne de ce que fait TF1 à cet horaire-là, et on n'était pas dans ce qu'ils espéraient. Et ben voilà, et ça fait mal. Après, ce qui a été intéressant, c'est que on était en quotidienne, donc c'était pendant les vacances, et du coup, ben le lendemain on a fait un peu mieux, le surlendemain on a fait un peu mieux, et un peu mieux, et un peu mieux, et un peu mieux, et on a fini la semaine, voilà, plus de 30%. Et ce qui est rare en fait, une sorte une remontada comme ça, c'est assez rare. Et bien, c'est que ben les enfants connaissaient pas la série, donc bon ben voilà, ils sont pas venus en masse, mais ceux qui ont vu la série sont revenus, puis il y a eu des curieux, le lendemain ils sont revenus, et puis ça a fait plus de monde, plus de monde, plus de monde, et puis du coup on a fini à une très belle audience. Et voilà, bon bah ça, à l'inverse, c'est des super belles sensations, parce que bah, là aussi tu vis un truc, quoi. Tu vis un truc, voilà, quand t'as TF1 au téléphone et qu'ils disent bon bah là c'est bon, on a fait ça et tout, voilà, ouais, c'est c'est pas des trucs de Champions League, mais tu vois quand même quoi, t'es content. Du coup, ça a été un peu l'ascenseur émotionnel là sur cette première semaine de diffusion. Ben oui, parce qu'en fait tu te dis bon, on a fait quand même une belle série, pourquoi ça marche pas, pourquoi ci, pourquoi ça. Alors après, tu sais très bien que c'est le premier jour, tu vas pas tout miser sur le premier jour, mais quand même, ça pique. Donc voilà, et donc là, se dire que ben, TF1 est très content, que c'est des vrais scores qui légitiment qu'on fasse une deuxième saison, ben voilà, ça fait plaisir parce qu'on se dit qu'on va pouvoir continuer l'aventure et ben voilà, c'est beau. Il y a d'autant plus de fierté du coup aujourd'hui de voir la réussite du projet quoi. Bah oui, c'est ça. Et puis surtout ce type de projet-là où quand même c'est vrai on s'est battu pour expliquer que, que ce type de série-là était des séries qui étaient capables de plaire au public. Parce que pendant un moment, les séries d'aventure, les séries avec un peu d'action, etc., c'était pas trop la mode. Enfin, les chaînes en achetaient, mais c'était difficile à produire en français. Donc, il y a une série qui a tout changé, hein, dans ce game-là, c'est Miraculous. Parce que Miraculous, bon, même si c'est pas la plus grosse série d'action, c'est une vraie série qui est d'inspiration un peu japanime, un peu super-héros, et qui a permis, bah, pour le coup, de démontrer par A plus B que ce type de série-là pouvait faire des audiences de malades, créer des droits dérivés de fous, et que voilà, on n'était pas obligé de faire Bob l'éponge, quoi. Et donc effectivement, à partir de Miraculous, concomitamment, il y a eu le début des plateformes, et du coup, ça nous a permis effectivement d'installer ce type de série-là auprès des diffuseurs, et voilà, et auprès pas de tous les diffuseurs pour l'instant, mais notamment de l'équipe de TF1 qui est vraiment, pour le coup, très à l'écoute, qui prend des risques, parce que bah, une série comme Droners, bon, il faut la supporter. Une série comme Imago, encore plus. C'est-à-dire que pour le coup, le fait
d'être le fer de lance d'une certaine série avec de l'inclusivité, d'une vraie série avec un gros univers, avec voilà, un truc d'aventure, un truc avec de la magie et heroic fantasy. C'est pas exactement leur ligne édito classique. Donc voilà, il faut vraiment qu'ils soient convaincus, qu'ils aient le courage et qu'ils aient envie eux, de faire bouger les lignes. C'est un travail d'équipe. Justement, on a une question pour Imago. Il y a beaucoup de séries animées sur le foot. Qu'est-ce qui donne la touche d'originalité à Imago? Par exemple, on pense à, tu le disais tout à l'heure, Inazuma Eleven, Galactic Football, Captain Tsubasa. Alors c'est Goal Force, hein, la série de foot. Imago, c'est pas du foot. Pardon, oui. Imago, c'est... mais du coup, bah, la touche d'originalité, je dirais que c'est le côté fantasy, c'est le côté heroic fantasy. Déjà, enfin, qui fait que c'est pas ce qui fait que c'est genre original, mais c'est ce qui fait qu'une série de foot avec des armures, on n'en avait pas encore. C'est pas pratique de courir en armure, mais Disney a insisté pour qu'il y ait des armures. Mais voilà, en gros, il y a vraiment cette histoire, ce côté heroic fantasy, voilà, ce côté effectivement armure, magie, euh, qui va nous permettre de justifier des mécaniques de coups spéciaux, de pouvoirs à la Inazuma, mais avec une vraie mythologie en dessous. C'est-à-dire qu'Inazuma, bon, à des moments, ils invoquent des pingouins, bon, bah, on sait pas trop pourquoi, mais il y a des pingouins. Il y a le truc, il y a un dragon, il y a des machins. Voilà, là, au moins, on part du principe que chaque joueur a un pouvoir à lui, et du coup, quand il joue, bah, il fait différents coups spéciaux en rapport avec son pouvoir. Par exemple, on a Ciel, qui est la gardienne de but de l'équipe, qui est toujours un peu dans le rush, etc. Et son pouvoir, c'est de ralentir le temps. Donc en fait, autour d'une bulle autour d'elle, elle ralentit le temps. Ce qui est pratique quand tu es gardien de but. Voilà. Et du coup, voilà, l'idée, c'est aussi de caser des pouvoirs un peu what the fuck. Par exemple, Milo, son pouvoir, c'est de faire de la gelée aux fruits. De faire des dômes de gelée ou des cubes de gelée géants. Voilà. Ça sert à rien, mais il va falloir qu'il fasse avec, quoi. Donc voilà. Bah, je pense qu'on va bientôt conclure cette interview très dense. J'ai une petite question. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui nous regardent, d'auteurs de manga notamment, et qui préparent aussi des dossiers pour des maisons d'édition. Alors toi qui es toujours en contact, soit avec des producteurs, soit avec des chaînes de télé, soit avec des éditeurs, Ouais. qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune auteur qui a préparé son dossier d'édition? Soit qu'il l'envoie à un éditeur, soit qu'il va directement à un rendez-vous ensuite avec un éditeur. Bah, je dirais que tout va se jouer quand même un petit peu avant d'avoir fini son dossier. C'est-à-dire que le conseil que je pourrais donner, c'est, bon, évidemment, faire une bonne histoire, les personnages, machin, voilà. Ça, la base, c'est que l'histoire soit bien, que les personnages soient bien, que ce soit bien dessiné. Bon. Le truc, c'est, les producteurs, les diffuseurs, les éditeurs, ils reçoivent beaucoup de dossiers tous les jours. Il faut arriver à trouver le truc qui va faire que votre projet ressort des autres, en fait. C'est le petit argument marketing qui va faire que l'éditeur va se dire ah oui tiens c'est malin, ah oui tiens c'est vrai qu'il n'y avait jamais eu de série là-dessus, ah oui tiens c'est vrai que si avec ce truc-là on va pouvoir communiquer là-dessus, on va pouvoir faire du buzz là-dessus. C'est peut-être un peu putassier hein, ce que je dis, mais c'est assez important. Il suffit pas d'avoir un bon projet pour être édité ou pour vendre une série. Il faut aussi que la personne en face de vous comprenne assez vite qu'elle va pouvoir le vendre. Et ça, c'est primordial. Parce qu'en fait, c'est là où là que se fait la différence entre plusieurs bons projets. C'est un bon projet et un projet qui est marketable, qui va permettre de faire du buzz, qui va permettre de ressortir. Et voilà, alors c'est jamais évident, hein, mais toujours essayer de se dire comment je pourrais présenter mon projet, comment je pourrais le tourner pour qu'il ait ce côté un peu inédit, ce côté sexy en fait. Voilà, faut toujours avoir en tête que vous êtes en train de vendre quelque chose et surtout que vous êtes en train de vendre quelque chose à quelqu'un qui va devoir le vendre derrière. Donc lui, ce qu'il va chercher, c'est quelque chose qu'il peut vendre. Parce qu'on l'oublie souvent, on pense souvent que
que le rôle de l'éditeur, c'est juste de publier le manga, en l'occurrence on parle de manga, mais son rôle, c'est surtout de le vendre à des lecteurs qui vont l'acheter. Exactement, c'est ça. Ça n'est que ça. Ça n'est que ça. L'éditeur, ce qu'il va voir avant tout, c'est l'équation économique. C'est et c'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je dis. C'est que évidemment que la base, c'est que le projet soit bien. Mais c'est pas ça qui va faire la différence, parce que des projets bien, il y en a plein. Donc en fait, c'est vraiment voilà, comment je vais faire pour que ce truc déjà soit rentable et ensuite soit un succès. Et voilà. Et ça compte énormément. Bien sûr. Et des fois, on n'en parle pas assez. Mais c'est la réalité du marché, quoi. Ouais, mais parce que c'est pas le truc le plus fun, mais en réalité, il faut rendre ce truc, il faut le démystifier et il faut en faire quelque chose de fun. C'est-à-dire que avoir quelque chose de commercial entre guillemets, c'est pas forcément dégueulasse. Il faut que ce soit, il faut arriver à en faire quelque chose de productif, quelque chose qui va aussi nourrir l'histoire. C'est-à-dire que, ben oui, on a Droners, c'est une série de drones, parce qu'on savait que les drones, c'était un sujet intéressant et un sujet bankable au moment où on l'a présenté. Mais du coup, ça nous permet aussi de créer tout un univers, tout un tas de contraintes et tout un tas de trucs positifs qui viennent de l'ADN même du drone. Donc voilà, tout l'univers de TerraQua, il a été créé aussi parce que les gens ont des drones et parce que du coup ils communiquent avec des drones, qu'ils vendent les trucs avec des drones, etc., etc. Et ça permet de réfléchir dans ce prisme-là et d'en sortir quelque chose de créatif. Ça pour le coup c'est peut-être mon passé de publicitaire qui refait surface et qui est très présent. Mais il faut toujours penser à votre projet comme une sorte de marque à vendre, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir le vendre et comment faire en sorte que ça le dénature pas. Il ne s'agit pas de mettre un truc qui n'a rien à voir pour le vendre, mais qu'est-ce qui fait que dans votre projet, il va y avoir des trucs qu'on va pouvoir faire sortir qui sont complètement cohérents et qu'on va pouvoir faire sortir, accentuer pour que ce soit à la fois vendable et à la fois fun pour vous. Voilà, c'est un tout, quoi. Faut pas le faire à contre-cœur. Ayez conscience que ce qu'on fait, c'est certes un produit culturel, mais c'est un produit, quoi. C'est un produit avec tout ce que ça peut avoir de noble, parce que en fait, l'idée c'est de le vendre et que un maximum de gens le lisent et lisent vos histoires, etc. Mais voilà, juste gardez tout ça à l'esprit et que voilà, quand vous allez créer ce truc et pitcher ce truc, ben voilà, ça peut pas être mis sous le tapis. Juste voilà, ayez ça en tête. Super, très beau conseil. Je pense que ça servira à beaucoup. Bah génial. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Est-ce que toi, tu aurais un dernier mot pour les spectateurs et pour ceux qui regarderont aussi en replay ou sur YouTube ensuite? Pas vraiment. Mais en tout cas, j'étais ravi de discuter avec vous. J'espère que c'était intéressant un petit peu. Et puis bon voilà, non mais c'était un plaisir de partager tout ça. Eh ben merci beaucoup. Je te remercie encore Sylvain d'avoir accepté l'invitation et de venir dans notre émission. Merci à toi. Et voilà, vous êtes arrivé à la fin de ce Keep on Talk, le podcast du collectif Keep on Dream. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'interview vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si vous aimez notre podcast, abonnez-vous et partagez-le sur les réseaux sociaux, ça va beaucoup nous aider. Tiens d'ailleurs, identifiez-nous et dites-nous qui vous aimeriez voir en tant qu'invité. Et si jamais d'ailleurs vous voulez participer à l'enregistrement des épisodes et poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur la chaîne Twitch du Keep on Dream. A très bientôt, je suis impatient de lire vos propositions, de vous retrouver directement sur Twitch ou sur un prochain épisode. C'était Keops pour le Keep on Talk.